La première chose que fit l'homme en revenant au jour précédent l'Apocalypse fut de sacrifier toutes les vaches de la ferme de sa famille, car ces vaches constituaient tout le soutien des Juliens. Les villageois qui le virent restèrent stupéfaits, murmurant qu'il était devenu complètement fou. Pendant que son ex-petit ami, qui était près de lui, se moquait de lui en disant que même s'il vendait toutes ses vaches, cela ne suffirait pas à couvrir ses 80 000. De plus, elle affirma qu'elle avait déjà un petit ami riche qui s'occuperait de tout et qu'il devrait renoncer. Avant qu'il puisse continuer à parler, il l'interrompit froidement et lui dit de s'en aller, qu'il ne voulait pas perdre de temps car il avait des vaches à tuer. Il savait que personne autour de lui ne comprendrait ce qu'il faisait, car lui seul savait qu'en 3 heures, l'enfer allait commencer. La fin ne commencerait pas avec les humains, mais avec les animaux. Le bétail muterait d'abord, devenant sauvage, agressif, assoiffé de sang et attaquerait tout être vivant. Ensuite, le virus se propagerait aux humains plus vite que quiconque ne pourrait l'imaginer, et, en moins d'un mois, le monde entier s'effondrerait. Dans sa vie précédente, il avait vu impuissant sa famille mourir sous ses yeux, mais cette fois-ci, il avait juré qu'il ne le permettrait pas. Juste à ce moment-là, ses parents arrivèrent au milieu du chaos, avec une inquiétude évidente. Son père, haussant la voix, lui demanda ce qui se passait, que s'il y avait un problème, il pouvait en parler. Mais comment était-il censé vivre s'il tuait tout le bétail? Dès que Julien entendit leur voix, il se figea. Le couteau lui échappa des mains et il courut vers eux, les étreignant avec force. Tandis que sa voix tremblait, il leur dit qu'il était si heureux de les revoir et que, cette fois, il les protégerait, quoi qu'il arrive. Ses parents le regardèrent, confus, ne comprenant pas son comportement étrange, mais il ne s'arrêta pas. Il leur expliqua qu'il n'y avait pas de temps à perdre pour donner des détails, qu'il devait simplement lui faire confiance et qu'il devait tuer toutes les vaches immédiatement et vendre la viande, car chaque minute comptait. Son père le regarda fixement, hésita un instant puis acquiesça, disant qu'il lui faisait confiance parce qu'après tout, Julien était le seul diplômé universitaire du village et s'il parlait avec autant de sérieux, c'était qu'il savait quelque chose qu'il ne savait pas. Sa mère soupira, retroussa ses manches et, sans rien dire, se joignit à l'abattage. Les voisins observaient avec incrédulité, murmurant que toute la famille était devenue folle, mais Julien savait que le temps était compté et qu'il ne restait que quelques heures avant que tout ne s'effondre. Il se tourna alors vers la foule et cria qu'il avait besoin de 3 hommes pour aider à détourner le bétail, offrant 800 johan en espèces à chacun. Les hommes sans emploi s'animèrent instantanément, se poussant et criant entre eux pour une occasion de gagner de l'argent rapidement. Sans perdre de temps, Julien appela un boucher local et vendit toute la viande à moitié prix, avec une seule condition, uniquement en espèces et livraison immédiate. Ses parents l'observaient en silence, avec douleur, tandis qu'ils voyaient comment le bétail qu'ils avaient élevé pendant tant d'années se transformait en viande et en argent en quelques heures. Mais Julien ne s'arrêta pas pour donner des explications, il mit l'argent dans sa poche et leur dit qu'il devait aller au village. Avant de partir, il se retourna vers eux et leur demanda fermement de rester à l'intérieur, que quoi qu'il arrive, ils ne devaient pas ouvrir la porte et qu'ils attendaient son retour. Il monta dans la camionnette et s'éloigna par le chemin de terre. Son premier arrêt fut un magasin où il acheta tout le nécessaire pour se défendre. Ensuite, il alla à la pharmacie, où il vida les étagères de fournitures d'urgence. Cependant, il lui manquait quelque chose de plus important que tout le reste, de la poudre à canon. Il savait que dans les premiers jours de l'Apocalypse, celui qui avait le pouvoir de feu aurait le contrôle. Avec le reste de l'argent, il se rendit dans une petite usine qui, en apparence, produisait des feux d'artifice, mais qui, en secret, trafiquait de la poudre noire illégale. Produisait des feux d'artifice, mais qui, en secret, trafiquait de la poudre noire illégale et l'ironie, était que le propriétaire de cet endroit n'était autre que... Il entra sans hésiter et jeta un sac plein d'argent sur la table. Léon leva un sourcil puis éclata de rire. Il dit de regarder qui était de retour, s'il était toujours accro à cette fille, si cet argent était pour la récupérer avec des explosifs. Mais Julien resta impassible et répondit froidement qu'il était là pour des affaires, qu'il voulait savoir combien de poudre il lui restait. Et qu'il la prendrait toute. Le sourire de Léon s'effaça immédiatement et son ton changea. Il commença à dire qu'ils étaient une entreprise légitime, qu'ils ne se mêlaient pas de choses illégales. Puis il sourit en coin, et lui dit qu'il en était sûr du contraire. Parce que l'année dernière, une femme avec un manteau bleu était apparue près de la colline arrière. Et que s'il le voulait, il pouvait aller l'enterrer et lui demander ce qui se passait vraiment là. Bah. Le visage de Léon devint pâle et la sueur perla sur son front. Après une longue pause, il se tourna vers la femme qui était à ses côtés et lui dit de l'emmener à l'entrepôt. Alors qu'il s'éloignait, Léon se laissa tomber sur sa chaise et rit froidement, murmurant qu'en fin de compte, quelqu'un savait vraiment sur ce petit secret. Et avec malice, il plissa les yeux. Cependant, il pensa qu'il ne resterait pas encore longtemps dans les parages. Il rentra chez lui avec ses fournitures, et appela rapidement son frère aîné, pour qu'il l'aide à décharger. Cependant, son frère avait de mauvaises nouvelles. Sa sœur, cadette, qui étudiait en ville, n'était pas encore revenue. Il se figea dans sa vie passée, elle avait déjà dû être à la maison à ce moment-là. Ce qui le fit se demander si ses actions précoces avaient pu provoquer un effet papillon. Il ne restait que 30 minutes avant que l'épidémie ne commence. Sans dire un mot, il sauta à nouveau dans le camion et accéléra vers la ville. Il cria à sa famille de ne pas sortir de la maison et de ne pas ouvrir la porte jusqu'à son retour. Les pneus crissèrent en appuyant sur l'accélérateur alors qu'il se dirigeait vers l'école. Il savait que la plupart des infections. Le premier jour, il commençait avec les animaux, mais les écoles étaient pleines de monde, et une fois qu'il y arriverait, tout le chaos se déchaînerait. Soudain, le camion se secoua violemment, comme s'il avait heurté quelque chose.
Il freina brutalement et sauta hors du véhicule pour vérifier. Un chien muté gisait sur la route, en proie à des convulsions, les yeux brillants de sang rouge et les crocs dégoulinant d'un épais liquide noir, l'épidémie. Cela avait déjà commencé. Pendant ce temps, la nouvelle que son bétail avait été tué était déjà devenue virale à Shanghai. Sa petite sœur, nommée Sophie, avait tué son bétail était déjà devenue virale à Shanghai. Sa petite sœur, nommée Sophie, fut immédiatement étiquetée comme la bizarre de l'école en classe. Camille vit Sophie rester silencieuse et devint plus audacieuse. À chaque mot agitant son téléphone, elle se moqua d'elle. En disant que toute sa famille était folle et que son frère aîné avait tué toutes les vaches. Juste pour épouser une fille du village, ce qu'elle trouvait pathétique, Sophie explosa, frappa son bureau. Elle vit le désordre et confisqua le téléphone sans dire un mot. Après la classe, pendant que elle voyait le désordre et confisquait le téléphone sans dire un mot après la classe pendant que Sophie restait pour nettoyer, elle l'attaqua, la poussa au sol et sortit un couteau, lui disant qu'elle allait payer pour avoir cassé son téléphone. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, son corps commença à convulser violemment, un jet de sang noir sortit de sa bouche, elle s'effondra. En toussant et vomissant sans contrôle, Sophie cria et trébucha vers le couloir, terrifiée, toute l'école était déjà en chaos. Des cris de douleur, des supplications, et le son pur de l'horreur résonnait dans chaque couloir. Sophie avait à peine le temps de traiter ce qui se passait, un camarade zombifié avec les yeux exorbités et la bouche ouverte se jeta sur elle, elle s'effondra, terrifiée, figée au sol. Le zombie tomba face contre terre avec un bruit horrible. Juste à ce moment-là, Camille sortit en titubant de la classe. Déjà complètement transformée, son corps se tordait de manière antinaturelle avec un sourire grotesque décorant son visage, elle cria et chargea directement vers Sophie. Cependant, juste avant l'impact, Julien arriva juste à temps, atterrissant un coup de pied volant qui fit voler Camille par le couloir. S'écrasant contre une fenêtre, l'autre zombie se releva à nouveau. Julien n'hésita pas et sortit une lame en un seul mouvement. Avec un éclat d'acier, la tête du zombie tomba au sol avant que le corps de Julien ne le fasse. Il se retourna et vit sa petite sœur Sophie tremblante et en pleurs, essayant d'alléger l'atmosphère. Il plaisanta en disant qu'il l'avait entendu crier depuis le village d'à côté. L'école était déjà complètement envahie par les zombies, les cris résonnaient de toutes les directions. Julien prit sa main et lui dit qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Ils coururent vers le parking. À l'intérieur de la voiture, Sophie força un sourire tremblant et lui demanda s'ils étaient. Il était sûr que ce n'était pas un film d'horreur, mais il la regarda et vit à travers son façade. Il parla doucement, lui disant qu'elle pouvait pleurer si elle en avait besoin, que le monde avait changé et qu'il devait apprendre à y vivre. Il lui assura que maman, papa et le grand frère étaient en sécurité à la maison. Sophie réussit enfin à esquisser un faible sourire. Mais dans son village, sous l'illusion de la paix, le danger était déjà en train de se préparer. En arrivant chez eux, ils confirmèrent que tout le monde était en sécurité. Julien sentit qu'il devait trouver quelqu'un. Sa mère commença à protester, mais Sophie intervint. Elle demanda à le laisser partir. La fille qui venait de courir pour sa vie le voyait maintenant clairement. Son frère n'était plus le même homme qu'avant. Julien pouvait sentir quelque chose s'éveiller en lui, un étrange pouvoir qui montait du chaos. Intérieurement, c'était brut, indomptable, mais plein d'infinies possibilités, tandis que ses pensées se dirigeaient vers une figure de sa vie passée, un guerrier solitaire qui coupait la marée de zombies comme un fantôme. Il pensa que s'il pouvait trouver cet homme dans cette vie, ce serait un allié inestimable. Pendant ce temps, dans le bâtiment du comité du village, Élodie. Elle était appuyée contre la porte de toutes ses forces, croyant encore que les villageois paniquaient simplement. Ne comprenant pas vraiment la menace, soudain, une grande main grise à ses côtés traversa la porte en bois. Quelques secondes plus tard, des zombies imbibés de sang firent irruption, grognant et griffant. Cela laissa les officiers du village paralysés de terreur et complètement submergés, juste au moment où tout espoir semblait perdu. La fenêtre se brisa et Julien sauta, son couteau brillant en un clin d'œil. Les zombies tombaient un à un. Puis, il se précipita vers Élodie, à ses côtés, lui tenant doucement le visage et vérifiant s'il y avait des signes d'infection. Seulement quand il vit qu'elle n'avait ni sang ni marque de morsure. Il poussa un soupir de soulagement, elle qui dans sa vie passée était froide, autoritaire et presque intouchable. Elle avait maintenant l'air fragile, presque humaine. À ce moment-là, l'homme aux lunettes cria, remettant en question pourquoi il les avait tués, puisque ce étaient leurs voisins, des personnes avec qui ils avaient vécu pendant des années. Julien expira lentement, essayant de rester calme et répondit qu'il n'était plus humain. Car avec juste une morsure ou même une goutte de sang infecté, c'était tout ce qu'il fallait, maintenant ils étaient des zombies. L'homme ajusta ses lunettes et, élevant la voix, affirma que ce n'était pas des zombies, que le vieux Yang cherchait seulement sa petite fille disparue. Et qu'il devait appeler la police, laissant les autorités s'occuper de la situation. À ce moment-là, Léon apparut au fond, applaudissant lentement avec un sourire arrogant et commenta qu'il était un dur à cuire. Puis avec sarcasme demanda s'il allait aussi dire que le gouvernement faisait partie de la conspiration. Il rit avec mépris et minimisant la situation, il se moqua des théories sur les zombies, suggérant que quiconque y croyait. Il avait probablement lu trop de romans web, son ton moqueur avait attisé la panique de la foule qui commençait à se remplir de colère. Certains ont commencé à crier qu'il devait être ligoté et remis à la police juste au moment où le chaos était sur le point d'éclater. Élodie s'est avancée et a crié qu'elle avait sauvé la vie de tout le monde. Elle leur a demandé de croire ce qu'ils voulaient. Mais ces villageois n'agissaient plus comme des humains.
Julien a jeté un regard reconnaissant à Aubin, et a ensuite parlé avec fermeté. Il a proposé que s'ils ne le croyaient toujours pas, il pourrait leur montrer la vérité dans la forêt derrière la montagne. Les yeux de Léon se sont plissés. Il avait déjà remarqué le comportement étrange de Julien. En ville, accumulant des armes et des fournitures, il était maintenant presque sûr que cet homme savait quelque chose. Il pensa que si Julien, il avait quelque chose qui pourrait l'exposer, il devait mourir quoi qu'il arrive, avec un faux sourire. Il rassembla quelques-uns de ses hommes de main et dit qu'il irait avec eux au cas où. Élodie et l'homme aux lunettes, Juan Tao. Ils se proposèrent aussi de les rejoindre, car elle était préoccupée par les villageois et Juan Tao n'avait toujours pas eu de nouvelles de sa femme disparue. De plus, le chef du village était sorti plus tôt dans la journée pour enquêter sur les disparitions. Et il n'était pas revenu. Quand le groupe est arrivé à la montagne arrière, ils ont rapidement trouvé son véhicule abandonné. Garé près de la forêt, ils ont touché le capot qui était encore chaud. Julien murmura qu'il n'était pas sorti longtemps. Plissant les yeux alors que les pièces de sa vie passée commençaient à s'assembler, il dit que si les choses se déroulaient de la même manière, cette forêt pourrait être l'épicentre du premier foyer de zombies. Cependant, même après avoir fouillé toute la montagne, ils ne trouvaient rien, jusqu'à ce qu'ils remarquèrent une étrange entrée de grotte cachée parmi les rochers. Le sol était taché de sang et l'air sentait la putréfaction, ce qui indiquait que des zombies étaient passés par là. Julien, sans aucune émotion, dit qu'il allait entrer et vérifier. Léon se moqua immédiatement, suggérant qu'il n'allait que détruire les preuves. Et en demandant s'il cachait un petit crime là, dedans, Julien lui lança un regard glacial et lui dit que s'il avait peur, qu'il reste là, et sinon, qu'il le suive et se taise. Juste au moment où il s'approcha de la grotte, une silhouette surgit des ombres. Juan Tao cria de joie en voyant que c'était sa femme disparue. Il courut en avant les bras ouverts, mais à la seconde suivante, Hassen montra les dents et se dirigea droit vers sa gorge. Julien rugit de ne pas la toucher et, en un clin d'œil, se lança en avant. Plantant son couteau entre les mâchoires d'Hassen, sans hésiter, il enfonça profondément le couteau et l'acheva. En se retournant pour vérifier Juan Tao, l'homme poussa un cri brisé et lui lança un bâton de bois, l'accusant d'avoir tué sa femme. Et tandis qu'il le faisait tomber au sol, avec un visage sombre et silencieux, Julien resta calme. Et d'une voix basse et grave, il lui dit qu'il comprenait sa douleur, mais qu'Hassen n'était plus là. Qu'il était devenu ce qu'il était et qu'il n'avait pas d'autre choix, et qu'il essayait seulement de garder en vie le reste. Alors, Juan Tao vacilla pour se lever, et, avec la voix tremblante de tristesse et de colère, lui reprocha qu'il était facile de dire cela, mais que s'il tuait sa famille devant lui, pourrait-il rester aussi calmement? Ces mots le frappèrent comme une gifle, son esprit fit un bond en arrière vers sa vie passée, vers les corps de ses proches. Il gisait froid et brisé, trempé de sang, et sa respiration se bloqua. Alors, avec un grognement, il attrapa Juan Tao et le souleva dans les airs comme s'il ne pesait rien, avec des yeux aiguisés comme des lames. Il lui dit que dans cette vie, personne ne menace sa famille et s'en va libre, tout en levant son épée. Cependant, de son côté, la voix de Léon s'immisça avec un rire moqueur, disant qu'il n'était être pas si différent des monstres. Après tout, juste à cet instant, une main forte frappa le poignet de Julien. Arrêtant l'attaque, ensuite, BM, depuis l'avant, le lança au sol avec force et une voix familière grogna qu'il se réveille. Idiot, en levant les yeux, il vit son grand frère, Sophie, avec un visage sombre mais ferme, qui observait Juan Tao. Encore perdu dans sa douleur, il cria soudain qu'il avait vu en quoi sa femme était devenue, que personne ne voulait cela. Et que s'il avait besoin de quelqu'un à blâmer, qu'il le blâme lui, car sa mort était aussi de sa faute, mais qu'il devait maintenant se ressaisir. Il était un leader du peuple et ces gens avaient encore besoin de lui. Alors, Juan Tao trembla, serrant les poings. Et enfin, il sentit, lentement et difficilement, jusqu'à ce que la tension se rompe juste au moment où un faible cri résonna depuis la grotte. Demandant de l'aide, bien que ce fût la voix du chef du village, tout le monde resta figé. Car quelque chose dans ce ton était trop contrôlé, trop humain. Alors, l'un des brutes de Léon roula des yeux et, avec mépris, dit quel tas de peureux, qu'il s'en occuperait lui-même et, aussitôt après, entra dans la grotte d'un pas ferme, mais il n'alla pas très loin car un bruit de coups humides traversa le silence. Son torse fut coupé proprement, au niveau de la taille, tandis que le sang éclaboussait partout. Une créature zombie grotesque traînait la moitié supérieure de son corps, puis la jeta sur le côté comme si c'était des déchets. Derrière elle, des dizaines, être des centaines d'yeux rouges brillants éclairaient l'obscurité. La horde s'était réveillée, ce qu'il vit dépasser de loin ce qu'il avait imaginé. Car le nombre de morts vivants sortant de la grotte était absolument stupéfiant et, même s'ils pouvaient se battre, comment protégerait-il Summer et son frère? Heureusement, les frères Julien s'étaient entraînés, depuis leur enfance sous un maître retraité des arts martiaux militaires, leurs compétences étaient dignes de combattants professionnels. Alors, Julien a remarqué qu'ils devaient viser la tête car ils étaient sensibles à la lumière directe, et les frères se déplacèrent en parfaite synchronisation. En coupant et en esquivant, jusqu'à dégager la zone immédiate en quelques minutes. Pendant ce temps, Léon se cachait derrière un arbre, trop effrayé même pour respirer. Mais au fond de la grotte, le même cri glaçant d'aide se fit entendre à nouveau. « Je suis Sophie. » Ils échangèrent un regard jusqu'à ce qu'Alex dise de revenir, car à partir de ce point, c'était trop dangereux et cela ne ferait que les retarder. Sans hésiter, les deux s'enfoncèrent dans l'obscurité et il ne fallut pas longtemps avant que Julien ne soit brusquement arrêté en découvrant un cadavre sec comme une coquille, le cœur complètement absent. Alors,
Cette même voix se remit à chuchoter de manière antinaturelle dans l'air. Pendant que Sophie levait sa lampe de poche et balayait la grotte, là se trouvait le chef du village, assis de dos, en complet silence, jusqu'à ce qu'il se retourne soudainement avec un visage pâle et des yeux vides. De sa poitrine, des tentacules commencèrent à se détacher et se lancèrent vers eux avec une vitesse terrifiante. Julien réagit instinctivement, frappant de son épée vers la tête de la créature, mais au moment de la toucher, il sut que quelque chose n'allait pas, car elle ne bougea presque pas. Il comprit que ce n'était pas un zombie ordinaire, c'était un mutant. Juste à ce moment-là, les tentacules le projetèrent contre le mur de la grotte. Le faisceau de la lampe de poche de Sophie illumina le visage de la créature, qui poussa un cri et recula violemment devant la lumière. Ils profitèrent de l'occasion pour s'échapper, haletant hors de la grotte. Lorsque Sophie se tourna vers son frère, surpris, elle lui demanda ce que c'était que ce truc. Julien expira lentement et dit qu'il pensait qu'il faisait face à une infection de espèces croisées, une sorte de recombinaison génétique entre animaux et humains qui n'étaient plus seulement des morts vivants, mais qui avaient évolué. Il hocha la tête vers le puits noir et ouvert de la mine, expliquant que son hypothèse était qu'il y avait tout un nid de chauves-souris mutantes à l'intérieur, et que cette chose était probablement une variante de deuxième étape qui avait être été le chef du village. Autrefois, en regardant la pleine lune, il s'était transformé et ajouta que, par chance, cette nuit-là était claire car ces choses craignent la lumière et ne sortiront pas facilement. Alors, Sophie le regarda avec incrédulité, lui demandant depuis quand il était virologue. Julien haussait les épaules avec un demi-sourire, disant qu'il avait probablement regardé trop de documentaires avant que le monde ne parte en vrille. Juste au moment où ils étaient sur le point de revenir, prévoyant de revenir le lendemain avec le bon équipement pour affronter le mutant, tout à coup, un nuage d'yeux rouges brillants explosa depuis la grotte. C'était une horde de chauves-souris mutées, et le ciel s'assombrit en un instant, tandis que la lumière de la lune était engloutie par une mer d'ailes. Profitant du chaos, le zombie mutant se lança comme un projectile, frappant brutalement Sophie et l'envoyant valser dans les airs. Un de ses tentacules s'étendit, détruisant la lanterne qu'il tenait, laissant clair son intention, car il avait désigné Sophie comme sa cible. Julien serra les dents, tirant de toutes ses forces, mais c'était inutile, car le pouvoir du monstre était écrasant, bien au-delà de ce que n'importe quel humain pouvait supporter. Juste au moment où les mâchoires de la créature s'apprêtaient à se refermer sur la main de Sophie, Julien resta paralysé, horrifié et impuissant. Mais alors, de nulle part, une voiture apparut à toute vitesse et la porte s'ouvrit brusquement, révélant Élodie au volant, qui sans hésiter visa et heurta le zombie mutant, le projetant dans les airs. Cela permit à Julien de ne pas laisser passer l'occasion de se jeter en avant et d'asséner le coup final, mettant fin à la créature pour toujours. Quand ils réalisèrent que le monstre était en réalité le chef du village, Élodie parut visiblement affectée, tandis qu'Aomin expirait profondément avec une voix fatiguée mais sincère, disant que s'il n'était pas arrivé juste à temps, ils seraient maintenant tous les deux morts. Mais avant qu'ils ne puissent reprendre leur souffle, s'opalit. Il souhaita en voyant clairement une marque de morsure sur l'avant-bras de Sophie. Sophie esbossa un faible et fatigué sourire, disant qu'elle était désolée, qu'il devrait maintenant s'occuper de la famille, et que pour ce qui suivait, il n'était pas nécessaire de le dire car ces mots transpercèrent Julien comme une lame. Au fond, il savait déjà qu'il devrait être celui qui mettrait fin à la souffrance de son frère. En regardant son frère infecté, Julien se sentit accablé par la culpabilité. Il pensait que renaître lui avait donné l'occasion de changer le destin, de protéger sa famille, mais il se demandait pourquoi l'histoire se répétait. Alors, ses yeux se fixèrent sur le corps du mutant et il courut vers lui, arrachant l'épée de son crâne et commençant à frapper sa tête encore et encore sans s'arrêter, tandis que le sang éclaboussait partout. Sophie, croyant que son frère avait perdu la raison à cause de la douleur, cria son nom en lui demandant de s'arrêter. Élodie lui cria aussi en essayant de l'arrêter, mais Julien ne s'arrêta pas car il venait de se rappeler quelque chose. Il savait que les zombies de haut niveau absorbaient l'énergie virale des inférieurs et la condensaient en un noyau cristallisé, caché au fond du crâne. Quelques instants plus tard, il le trouva, un cristal sombre teinté de sang, logé à l'arrière du cerveau de la créature. Alors, il se tourna vers Sophie avec une voix ferme et les yeux brillants d'espoir, disant qu'elle ne s'était pas encore transformée, qu'il y avait encore du temps. Sur ce, il lui tendit le cristal, expliquant d'une voix grave que c'était un noyau zombie formé par de la matière virale concentrée qui partageait la même source que ce qu'il y avait maintenant dans son corps. Il dit que si elle le prenait, il y avait une possibilité qu'elle évolue en un type immunisé amélioré, bien qu'il y ait aussi la possibilité de devenir l'un de ces monstres. Sophie à peine le regarda avant de l'avaler sans hésitation. Julien, hésitant un instant, savait au fond de lui que c'était sa seule chance. Après l'avoir avalé, Sophie esquissa un sourire en coin. Elle dit qu'elle avait vraiment eu ça tout le temps et qu'elle aurait pu éviter le drame en demandant quand ça commencerait à faire effet. Sophie répondit sérieusement que dans 2 jours. Sophie sentit, en regardant vers la grotte, que si elle ne sortait pas d'ici là, il la scellerait, mais si elle sortait avec des super-pouvoirs, ils auraient intérêt à ne pas être jaloux en la voyant s'éloigner si tranquillement. Elle sentit enfin que le poids sur sa poitrine s'allégeait un peu parce qu'elle croyait en lui, et avec un léger sourire, elle murmura qu'elle l'attendrait. Pendant ce temps, caché derrière un arbre proche, Léon avait écouté toute la conversation. Un sourire sinistre apparut sur son visage. Alors c'est comme ça. Très bien, alors laisse-moi aider à accélérer les choses. Le lendemain matin, lorsque le soleil commença à se lever, Saomini fit irruption dans la chambre de Julien avec son équipement de bataille fait maison. Frère, il est temps de se lever. Julien sourit avec fierté et répondit qu'il avait dit qu'il devait renforcer leur défense. Elle était restée éveillée toute la nuit à fabriquer cette armure,
qui était plutôt géniale, et espérait qu'il la reconnaîtrait. Cependant, lui, de manière décontractée, tendit la main et pinça l'armure du doigt. L'armure tomba au sol comme un tonneau roulant, et Julien la regarda en silence, disant que c'était son armure et demandant ce qu'elle allait faire quand les zombies apparaîtraient, si elle allait les rouler jusqu'à le tuer. Secouant la tête, Julien sortit pour voir son père en train de s'équilibrer sur une échelle, empilant des briques pour renforcer le mur de la cour. Monsieur Julien le vit et cria que Julien s'était déjà levé. Il sauta du mur, prit un baril de poudre à canon proche et s'approcha avec un grand sourire. Il lui demanda d'où il avait sorti ça et ajouta qu'il fallait laisser son vieux garder quelques barils pour jouer. Julien soupira et lui répondit que c'était de la poudre à canon, pas un jouet. Cependant, Monsieur Julien avait déjà lancé le baril sur son épaule, et courait joyeusement en disant qu'il en voulait juste un. Il était trop radin de voir son père si excité. Julien murmura de ne pas faire sauter la maison, s'il vous plaît. Tout à coup, un fort coup résonna depuis la cour. Julien se retourna et vit sa mère avec des poils attachés à la tête, brandissant un trident et les pieds plantés sur un rouleau de yoga, s'entraînant avec sa petite sœur qui imitait ses mouvements. Julien observa la scène et pensa pour lui-même que, oui, c'était définitivement mère et fille. Ensuite, avec un léger sourire, il demanda à voix haute s'il y avait le petit déjeuner aujourd'hui. Sans se retourner, elle répondit de faire ce qu'il voulait, car elle était occupée, et retourna à perfectionner sa technique avec la fourchette. Julien pensa pour lui-même qu'il supposait qu'il irait demander à manger à l'oncle Néo. À ce moment-là, Élodie avait attendu à la porte de Julien un moment, sur le point de sonner, lorsque la porte s'ouvrit de l'intérieur. Julien sortit surpris et lui dit qu'il était déjà là, lui demandant ce qu'il faisait dehors. Élodie baissa la tête, hésitante, puis, comme si elle rassemblait son courage, leva les yeux et dit à voix haute qu'elle avait besoin de son aide pour quelque chose. Julien cligna des yeux, un peu confus, et lui demanda avec quoi. Juste à ce moment-là, sa mère arriva également à la porte. En voyant qui c'était, elle sourit chaleureusement et dit que c'était Élodie. Cumine, Kin. Élodie fit une révérence polie, remercia Madame Julien, mais lui dit qu'elle ne resterait pas longtemps, car elle était là pour parler à Sua. Elle se tourna vers lui d'un ton sérieux et lui expliqua que le comité du village avait commencé à organiser des défenses. Tout allait bien jusqu'à présent, mais la nuit dernière, elle avait contacté la station de police du comté, et, depuis lors, elle n'avait rien reçu. Il n'y avait pas de message et ce matin, il n'y avait absolument aucun signal. Julien vérifia rapidement son téléphone, mais il ne trouva aucune barre de signal. Il fronça les sourcils et commenta que c'était étrange, car cela ne s'était pas produit la dernière fois. Élodie continua d'une voix tendue, disant qu'elle ne se sentait pas bien, car ils étaient isolés. Il pourrait manquer quelque chose de critique, comme le soutien qui pourrait être en route. Elle le regarda dans les yeux et ajouta qu'elle avait besoin qu'il l'accompagne au comté, car il devait découvrir ce qui se passait. Il resta silencieux, clairement inquiet par ce qu'Élodie avait dit, ressentant son doute. Élodie fit une profonde révérence et dit qu'elle était désolée, qu'elle savait que son frère avait traversé un enfer hier et maintenant elle lui demandait de prendre un autre risque. Elle leva le regard avec des yeux déterminés et expliqua qu'elle devait aller au comté pour découvrir ce qui se passait, car c'était sa responsabilité et il était le meilleur combattant qu'elle connaissait. Il comprenait ces créatures mieux que quiconque. À ce moment-là, la maman de Zoé intervint doucement et l'interrompit. Elle lui dit que c'était déjà assez, que si ce n'était pas pour Élodie hier, son idiot de fils ne serait pas revenu du tout. Élodie se tourna vers la voix, surprise. Madame Julien ajouta que ce qui était arrivé à Xiaomin était son choix, qu'il ne fallait pas blâmer Élodie, et qu'elle attende un moment. Puis elle se tourna vers son fils et lui dit d'y aller avec elle. Sue regarda sa mère et la suivit à l'intérieur de la maison. À l'intérieur, elle était immobile, cherchant quelque chose sur une vieille étagère en bois. Sans se retourner, elle parla doucement, disant que son père et elle étaient ses parents, qu'il ne devait pas le retenir, qu'il devait le protéger, pas l'écraser. Elle lui dit qu'il était déjà grand et que sa petite sœur s'inquiétait toujours. Avec cela, elle sortit une longue épée enveloppée dans un vieux tissu. Le temps l'avait vieilli, mais sa lame brillait encore faiblement. Sue et Élodie marchèrent côte à côte, se dirigeant vers le comté. Derrière eux, la mère de Sue restait silencieuse près de la porte, observant jusqu'à ce que leur silhouette disparaisse au loin. Un léger sourire apparut sur son visage tandis qu'elle murmurait pour elle-même. Ces deux-là forment un excellent couple, c'est certain. Pendant ce temps, au fond de la grotte, Sophie restait immobile, attendant que son corps réagisse au noyau de zombies qu'elle venait d'avaler. Soudain, elle entendit le bruit de pas qui s'approchait. Pensant que c'était son frère, elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais elle sentit quelque chose d'humide s'écouler sur ses bottes. Fronçant les sourcils, elle mit un doigt dans le liquide et le porta à son nez. Dès qu'elle l'odora, son expression changea, sachant que c'était de l'essence. Avant qu'elle ne puisse réagir, une étincelle s'alluma à l'entrée de la grotte, suivie d'une explosion tonitruante. Les flammes traversèrent le tunnel et Sophie fut engloutie par le feu en un instant. Pendant ce temps, Sao et Élodie parcouraient le chemin en direction du comté à la recherche d'aide. Élodie était assise sur le siège passager, regardant nerveusement par la fenêtre et fredonnant doucement une mélodie complètement désaccordée. Julien jeta un coup d'œil furtif et ne put s'empêcher de penser qu'elle était vraiment sourde. En remarquant son regard, Élodie rougit légèrement et murmura « Désolée, je fredonne quand je suis nerveuse. » Mais malgré cette confession, Julien ne ria pas. En fait, il ressentit une étrange chaleur. Elle était clairement effrayée, mais elle se forçait néanmoins à avancer. À ce moment-là, il se rendit compte qu'elle était Élodie de sa vie passée. Avec tant de variables inattendues,
Cette fois il comprit qu'il ne pouvait pas compter uniquement sur les souvenirs de sa vie passée. De plus, sa sensibilité aux zombies était quelque chose sur laquelle il devait compter. Sans avertir, il dit, « Élodie, tu devrais venir rester chez moi. » Elle se figea, le regardant en rougissant légèrement. « Pourquoi ferais-je cela ?» demanda-t-elle doucement. Julien ne remarqua même pas le changement dans son ton, étant toujours plongé dans ses pensées. S'il lui parlait de ses futurs pouvoirs, elle ne le croirait jamais, alors à la place, il dit simplement directement, « Parce que j'ai besoin que tu sois en sécurité. Je ne peux pas me permettre de te perdre. » Juste au moment où Julien, encore avec les joues rouges, était sur le point de lui demander ce qu'elle voulait dire par là. Julien fronça soudain les sourcils. Plus loin, la route était complètement bloquée par un énorme glissement de terrain. Ils sortirent rapidement de la voiture pour inspecter, observant la montagne de débris. Élodie soupira, frustrée. Il n'y a pas moyen d'atteindre le comté ainsi. Julien ne répondit pas immédiatement, mais à l'intérieur, il était tendu. Ce chemin était correct dans ma vie passée, quelque chose a changé. Non seulement le temps, mais tout le chemin. Si cette route est vraiment coupée, nous allons avoir de sérieux problèmes de ravitaillement. Enfin, il exhala. Retournons au village, nous trouverons une solution. Élodie acquiesça en silence. Sur le chemin du retour, l'esprit de Julien tournait à 1000 à l'heure. Ils avaient suffisamment de provisions pour tenir pour l'instant. Mais sans signal et sans issue, tout semblait se refermer. Soudain, un coup, la voiture se mit à trembler. Violent, elle commença à glisser vers le bord du pont. Julien appuya fermement sur les freins. Agrippant le volant avec force, avec un crissement de pneus, le véhicule s'arrêta. À quelques centimètres de tomber du bord, ils sautèrent rapidement pour voir ce qui s'était passé. Élodie regarda le sol. Tremblante, sa voix se brisa. Son visage s'assombrit. « Ne t'approche pas, c'est un tas de pointes. » Quelqu'un l'a mise là exprès. À ce moment-là, une voix moqueuse résonna d'en haut. En disant, « eh bien, ils ne mettent pas longtemps à s'attacher à notre joli chef du village. Je dois dire que je suis impressionné. » Ils levèrent les yeux et virent Léon accroupi sur la rambarde. Faisant tourner une arme entre ses doigts, avec des yeux pleins de menaces, il lui demanda ce qu'il voulait vraiment, à quoi Léon sourit de manière méprisante et lui dit que, puisque qu'ils avaient anéanti la moitié de son groupe la nuit précédente, en tant que chef, il ne pouvait pas laisser passer ça. Alors, sans hésiter, il sauta vers le bas et commença à marcher lentement vers eux. Pas à pas, en se moquant. « Tu veux de la vengeance ? Alors bats-toi contre les zombies, pas contre nous. » Ses yeux se plissèrent. « Mais, après t'être fait si peur la nuit dernière, je doute que tu aies le cran. » Cela suffisait. Le visage de Léon se tordit de rage alors qu'il le maudissait. Cependant, calmement, il posa sa main sur la garde de son épée. Et, avec un sourire froid, il lui dit, « Allez-y, essaie. » Mais juste au moment où la tension atteignit son paroxysme, Léon tourna soudain son arme et tira sur Élodie, sans avertissement. Le coup résonna fortement et elle s'effondra immédiatement alors que le sang fleurissait rapidement sur sa chemise. Elle resta complètement immobile, les yeux grands ouverts, et rugit le nom de Léon, l'appelant « un putain de malade ». Alors, Léon éclata de rire et dit qu'il aimait ça. Il commençait enfin à ressentir quelque chose. Avec un sourire cruel, il ajouta que s'il voulait vraiment lui faire du mal, le mieux était d'attaquer ceux qui lui importaient le plus. Ensuite, avec une expression encore plus malveillante, il révéla qu'il avait vu comment il mordait le frère de Julien la nuit précédente. Comme il savait qu'il ne pourrait pas en finir avec lui, il décida de lui rendre service et de faire sauter complètement la mine. En entendant cela, il resta paralysé. Comme s'il avait été frappé par la foudre, en une seconde, ses yeux devinrent rouges de fureur. Avec un rugissement, il dégaina son épée et se lança immédiatement contre Léon. Ce dernier se contenta de sourire avec malice, murmurant que c'était exactement ce qu'il voulait, tout en levant son arme pour tirer. Cependant, à ce moment précis, une ombre sombre surgit à toute vitesse depuis les arbres. Avec un bruit glaçant, la créature enfonça ses mâchoires dans le bras de Léon, l'arrachant complètement. Léon tomba au sol en hurlant de douleur comme un cochon égorgé, tandis qu'il regardait avec horreur l'être qui venait de le mutiler. Il s'arrêta net, surpris par le chaos soudain. En observant attentivement, il comprit ce qu'il avait devant lui. Un loup zombie. Pendant ce temps, dans le village, Sophie était assise sur le toit, balançant les jambes et murmure se demandant pourquoi son deuxième frère et Élodie n'étaient pas encore revenus. Tout à coup, des coups forts résonnèrent à la porte principale. Et une voix cria depuis l'extérieur, demandant si Isa était à la maison et exigeant qu'on ouvre la porte. Elle dépassa la tête par le bord et répondit que son frère n'était pas là, tout en demandant ce qui se passait. Juan Tao. Visiblement agité, il pointa vers la montagne, et lui demanda de regarder. Alors, Sophie leva son téléphone. Elle alluma la torche et pointa au loin. Quand le faisceau de lumière éclaira la pente, ses yeux s'ouvrirent complètement. Là, descendant la pente, une vague noire de zombies approchait du village comme une marée vivante et imparable. Pendant ce temps, Léon gisait au sol, se vidant lentement de son sang, à peine conscient. Il maudissait les dents serrées, se demandant si c'était vraiment la fin qui l'attendait. Pour sa part, le loup zombie tourna lentement son regard rouge vers lui. L'instinct de ce dernier lui criait que quelque chose n'allait pas, la créature l'avait choisi comme sa prochaine cible. Avec un hurlement assourdissant, la bête se lança directement vers lui sans réfléchir. Julien réagit avec des réflexes fulgurants, esquivant sur le côté et tailladant la poitrine du monstre avec son épée en passant.
La créature s'effondra, hurlant de douleur tandis que son sang giclait au sol. Julien prend un instant pour reprendre son souffle, sans quitter des yeux l'ennemi blessé. Il pensa que c'était bien qu'il fasse encore jour. Car à la tombée de la nuit, son pouvoir augmenterait, et lui comme Sophie n'aurait aucune chance. Il comprit donc qu'il devait mettre fin au combat. Avant que le soleil ne disparaisse complètement. Tout à coup, un chœur de hurlements profonds et gutturaux émergea du fond de la forêt. Julien se figea en les entendant et comprit immédiatement leur signification. Ce n'étaient pas de simples zombies, mais une horde entière. Rapidement, il dirigea son regard au loin, où une nouvelle vague de morts-vivants avançait à travers la forêt. Il se souvint alors que le chef du village avait été désigné comme l'origine de l'infection. Mais il était déjà mort. Alors il se demanda si les chauves-souris pouvaient être les véritables responsables. Juste quand toutes les pièces commençaient à s'assembler dans son esprit, le loup zombie se lança à nouveau sur lui. Accompagné d'un rugissement déchirant, ses griffes s'abattirent avec une force sauvage, prête à le déchirer. À la dernière seconde, Julien tourna son corps et réussit à esquiver de justesse le coup fatal. Son cœur battait à tout rompre. Il se demanda comment il était possible que la créature se déplace encore avec une telle rapidité alors qu'elle devrait déjà être en train de mourir. C'est alors qu'il le remarqua, la blessure qu'il venait de lui infliger se refermait, se guérissant à grande vitesse, juste devant ses yeux. Avant qu'il ne puisse retrouver son équilibre, la bête ouvrit ses énormes mâchoires et se jeta à nouveau sur lui, déterminée à le déchirer. Pendant ce temps, au fond de la grotte où Sophie avait été enterrée, les débris tremblaient encore à cause des explosions précédentes. Un grondement résonnait de plus en plus fort dans le tunnel, jusqu'à ce qu'une explosion projette les pierres dans toutes les directions. De la fumée, Soama émergea avec son corps irradiant une lueur cramoisie et un sourire froid et tordu sur le visage. De retour sur le pont, Élodie observait avec horreur le loup zombie se jeter sur elle, sa voix tremblait alors qu'elle murmurait, suppliant que cela n'arrivât pas, mais juste à cet instant, une étrange aura rouge éclata du corps de Julien, une lueur ardente pulsait. Sous sa peau, comme une énergie vivante, le pouvoir l'envahissait complètement, brut, sauvage, incontrôlable. Comme si tout son être brûlait et renaissait, avec un rugissement profond, il lança son poing. Directement à la mâchoire du monstre, le loup zombie, totalement pris au dépourvu, recula sous le coup dévastateur. Avec les yeux enflammés de rouge, il se lança en avant, leva son épée et, d'un coup net et brutal, fendit la créature en deux. Alors que la poussière se dissipait, Élodie observait, incrédule, la silhouette trempée de sang. Sa voix n'était qu'un murmure. Il se tourna vers elle avec un doux sourire, disant qu'il était là, s'effondrant faiblement contre le sol. Élodie esquissa un léger sourire et, en riant, dit que tant qu'il allait bien, tout allait bien. Elle dirigea ensuite son regard vers le loup zombie coupé en deux puis vers Julien, qui restait ferme et serein. Elle lâcha un léger rire, commentant qu'il était ridiculement fort et que, d'une certaine manière, cela ne l'étonnait pas, car au fond, elle avait déjà commencé à croire qu'il pouvait réparer n'importe quoi. Julien regarda ses propres mains et remarqua que le pouvoir qui parcourait son corps ne s'était pas encore estompé. Il pulsait, sauvage mais contrôlé. Il se demanda d'où cela venait et si cela pouvait être un éveil. Cependant, quelque chose n'allait pas. Dans sa vie passée, personne ne s'était éveillé sans un noyau cristallin, et il n'en avait jamais utilisé un. Il revint à lui brusquement et ses yeux se fixèrent sur la horde de morts-vivants qui se précipitait sur eux. Son ton devint ferme, disant que ce n'était pas le moment de parler, qu'ils devaient bouger car ils étaient encerclés et que s'ils restaient là, ils mourraient. En remarquant la blessure à la jambe d'Élodie, il fit un pas en avant et lui dit qu'elle ne pouvait pas courir, alors il la porterait et qu'elle devait bien se tenir car le voyage serait mouvementé. Serrant les dents, Élodie s'efforça de se lever, le visage pâle de douleur, mais acquiesçant avec détermination. La horde rugissait comme une vague s'écrasant contre la côte et ses grognements percélèrent alors qu'il s'approchait de plus en plus. Julien n'hésita pas, il souleva Élodie sur son dos et courut vers le village de toutes ses forces. La silhouette du village apparut au loin, mais les morts-vivants s'approchaient rapidement. Leurs pas résonnaient comme des tambours de mort. Julien regarda en arrière, calculant rapidement. Ils étaient trop nombreux. Même s'il pouvait tous les vaincre, il ne pourrait pas protéger Élodie. Juste au moment où il serrait les dents et se préparait à continuer de courir, un rugissement résonna au loin. Un véhicule fit éruption dans le chaos comme un missile, se frayant un chemin parmi les zombies comme s'ils étaient en papier. C'était un tout-terrain fortement modifié, crachant des boules de feu depuis son échappement arrière. Lorsqu'il arriva près de Julien, le conducteur fit un virage brusque et l'arrière du véhicule balaya un mur de flammes qui réduit en cendres les zombies qui le suivaient en un instant. Le véhicule s'arrêta brusquement et la fenêtre du conducteur s'abaissa, révélant le père de Julien avec une cigarette pendante aux lèvres et un grand sourire. « Papa est venu sauver la mise !» s'exclama Sophie depuis le siège passager, excitée, disant qu'elle était prête aussi et que le feu de soutien était prêt et chargé. Après les avoir fait monter dans le véhicule, le père de Julien appuya à fond sur l'accélérateur, se dirigeant à nouveau vers le village. En voyant que les zombies les poursuivaient encore, il cria à Sophie de lancer 3 bombes de style dragon. Elle répondit instantanément, sans perdre le rythme, sortant 3 bombes incendiaires artisanales de son sac à dos et les lançant par la fenêtre arrière. Les flammes éclatèrent derrière eux, enflammant plusieurs zombies, mais ceux-ci continuaient à courir enveloppés de feu. Le père de Julien poussa un soupir froid et dit que s'il continuait à les poursuivre même enflammés, alors il était temps d'intensifier les choses. Il lança un baril de poudre par la fenêtre et, d'un geste rapide, jeta sa cigarette allumée directement à l'intérieur, provoquant une explosion massive qui illumina la nuit et enveloppa la route dans un enfer ardent.
Sophie applaudit depuis le siège arrière, les yeux brillants, disant que c'était de la folie et qu'il devait continuer. Pendant ce temps, Zoe et Elodie échangèrent un regard de perplexité et d'incrédulité, pensant que être cette famille était plus folle que les zombies eux-mêmes. Elle se rappela soudain qu'il y avait une trousse de premiers secours sous le siège, se pencha pour la sortir, mais juste au moment où elle prenait des bandages et des onguents, Sophie les lui arracha, le réprimandant d'attraper la jambe d'une fille de cette manière. Ensuite, avec un sourire espiègle, elle insinua qu'il y avait être quelque chose entre eux qu'elle ne savait pas, en voyant Elodie rougir et lâcher un petit rire timide. Il roula simplement des yeux, pensant que cette gamine ne pouvait pas s'empêcher de semer la discorde. L'ignorant, il se tourna vers son père et lui demanda comment cela se passait à la maison. Le père de Julien gardait les yeux sur le rétroviseur tout en répondant calmement qu'ils allaient bien pour l'instant et que la horde n'avait pas encore brisé les défenses du village. Alors, Julien sentit et regarda les explosifs à l'arrière du véhicule, et demanda à son père s'il avait vraiment fabriqué toute cette dynamite. De plus, il lui reprocha d'avoir fumé si près d'elle. Son père répondit en riant avec fierté que, bien sûr qu'il l'avait fait, car à son époque, il était obsédé par les explosifs et travaillait dans les mines en tant qu'expert en démolition de l'équipe. Mais quand les mines se sont épuisées, il n'avait plus rien à faire exploser, alors il essaya de jouer avec des pétards à la maison, bien que sa mère mit rapidement fin à cela. En poussant un long soupir, il secouait la tête comme si on lui avait volé sa véritable vocation. Alors, Julien se rappela quelque chose et demanda si l'explosion dans la cuisine de l'année dernière avait été de sa faute. Son père se tendit visiblement, répondant d'une voix tremblante que non, qu'il ne disait pas de bêtises, mais Julien remarqua qu'il tremblait et lui dit qu'il était nerveux, ce à quoi son père lui demanda de ne rien dire à sa mère. Peu après, ils arrivèrent à la porte principale et, en descendant de la voiture, des cris aigus se firent entendre depuis la cour intérieure, ce qui fit pâlir le visage du père de Julien. Alors, il courut vers la porte et se jeta contre elle, disant qu'elle était fermée de l'intérieur. Sans réfléchir, le protagoniste fit un pas en avant. Il plia les genoux et fit voler la porte avec un puissant coup de pied. En entrant dans la cour, ils virent une scène surréaliste. La mère de Julien tenait d'une seule main un zombie qui se débattait, tout en le regardant froidement et disant que c'était la tante Jeanne du village voisin, qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. À ce moment-là, le père de Julien et Saomina apparurent derrière le cadre brisé de la porte et, en voyant l'expression de colère sur son visage, ils se cachèrent derrière le mur. Alors, Julien appela sa mère avec précaution, mais elle ne leva pas les yeux. Tout en tenant la poêle, elle dit au zombie qu'elle avait vraiment essayé de l'effrayer et qu'elle pensait qu'étant devenu cela, il n'avait plus à lui rembourser l'argent. Elle lui asséna immédiatement un coup avec la poêle, tout en lui reprochant qu'il lui devait toujours 500 pour une partie de cartes. Elle dit que la fois où son fils est parti à l'université, elle lui avait donné 600, mais que quand ils ont accepté le sien, elle n'a rien reçu. De plus, elle avait eu l'audace de parler mal d'eux. Le protagoniste regardait tout cela en état de choc et s'approcha de son père, se demandant quand sa mère était devenue si forte. Son père lui répondit calmement qu'elle avait toujours été ainsi, qu'à son époque, elle était la plus redoutée dans 10 villages et que ni 3 ni 5 hommes ne pouvaient l'affronter. Il dit que tout s'était calmé quand il l'avait rencontrée, bien qu'en réalité, elle l'ait forcé à l'épouser. À cet instant, une poêle volante frappa l'arrière de sa tête, et, depuis l'intérieur de la cour, la voix de sa femme sortit froide, l'appelant menteur et disant que c'était lui qui avait supplié de l'épouser. Puis elle se tourna vers Julien, l'accusant d'avoir brisé la porte comme un héros et lui promettant que quand elle l'atteindrait, il ne s'en sortirait pas. Julien recula et tenta de s'éclipser, mais Élodie intervint, disant de ne pas le blâmer, qu'en réalité il s'inquiétait pour elle. Cela fit arrêter la mère de Julien. En voyant Élodie, son visage s'adoucit complètement et elle lui dit de ne pas prendre au sérieux ce qu'elle avait dit plus tôt. Qu'elle ne faisait que plaisanter et que, de plus, Julien était très calme. Julien resta là, ne sachant quoi dire, pensant que le comportement de sa mère était plus effrayant que celui des zombies. Juste à ce moment-là, un rugissement surgit d'un côté du mur de la cour et un zombie qui avait grimpé hurlait fort. Avant qu'il puisse sauter, il fut frappé en plein vol et tomba à l'extérieur du haut du mur. Ontao cria d'arrêter de discuter, que les zombies entraient dans le village et qu'un groupe entier se dirigeait vers eux depuis l'ouest. Alors, les yeux de Julien s'aiguisèrent, invoquant l'énergie en lui. Une lumière rouge parcourut son corps et il se lança directement dans la bataille, voyant son père lancer des explosifs, sa sœur manœuvrer un canon fait maison et sa mère se battre avec sa poêle en fer. Son cœur se remplit de détermination. Il pensa qu'ils se battraient ensemble cette fois, qu'il ne laisserait passer aucun zombie, qu'il n'était plus seul et qu'avec sa famille à ses côtés, il survivrait à cette marée de morts. Cependant, juste au moment où il croyait avoir le contrôle, les zombies à l'arrière commencèrent à reculer. Sophie cligna des yeux, ne croyant pas ce qu'elle voyait, disant qu'ils reculaient ou qu'ils avaient être peur. Mais Soiseau fronça les sourcils et répondit que les zombies ne ressentaient pas la peur. Comme pour le prouver, les zombies réapparurent, cette fois apportant des échelles, des leviers, et même des scies. Ils s'organisaient, ce qui laissa le père de Julien stupéfait. Il se demanda s'ils faisaient des blagues. Maintenant ils avaient des outils, et il se demandait s'ils dialysaient avec des zombies ou avec une armée d'acier. La voix de Julien devint froide et il dit qu'il n'agissait pas par instinct, que quelqu'un les contrôlait. Au milieu du chaos, il aperçut soudain une silhouette sur un toit lointain. Il plissa les yeux et réalisa que c'était Léon, l'homme qui était censé être mort dans l'explosion, mais qui se tenait maintenant là à les regarder d'en haut. Avec un sourire froid et troublant, à ce moment-là, les vagues de zombies se jetèrent sur le complexe de la famille Julien, implacables comme une gigantesque vague.
Le père de Julien murmura et se demanda pourquoi tout le monde venait directement vers eux. Il se retourna et cria qu'il n'y avait plus d'explosifs, qu'ils étaient épuisés. De côté, la voix de Hontao résonna et les avertit que certains escaladaient le mur. Julien se retourna brusquement et vit plusieurs zombies escalader le mur latéral. Son cœur se serra en réalisant que c'était une diversion, qu'ils utilisaient des tactiques. En regardant vers le bas, il vit Élodie et ses parents entourés, défendant les morts vivants avec ce qui leur restait de force. Toute la famille était piégée dans un combat désespéré, les yeux plissés et la lumière rouge scintillante. Une fois de plus, il leur ordonna de tenir la ligne dans la cour et de laisser le reste à lui. Avec cela, son pouvoir augmenta et il sauta du mur, plongeant directement dans le cœur de la horde. Le père de Julien observa son fils se lancer vers la horde, la panique montant dans sa poitrine. Il cria, la voix brisée par la peur, mais au moment suivant, les zombies recouvrirent Julien, l'ensevelissant sous une montagne de dents et de griffes. Cependant, sous ce poids écrasant, Julien n'avait pas peur. Il ferma les yeux et sentit l'énergie en lui rugir de vie, comme une tempête volcanique. Serrant son épée à deux mains, il grogna entre ses dents. Dans un seul mouvement explosif, il balança son épée vers l'extérieur. Une vague cramoisie de pouvoir jaillit de son corps, détruisant chaque zombie à sa portée, les réduisant en morceaux volants de chair et d'os. Alors que le sang se déposait, Julien resta debout, haletant. Le mouvement avait déclenché un souvenir de sa vie passée. Il avait vu un homme de la Légion de l'Aube, le commandant suprême, l'un des utilisateurs de compétences les plus puissants encore en vie, utiliser ce même mouvement exact, mais Julien savait que sa version d'Assura Sangrienta était encore loin d'être complète. Cependant, cela ne l'importait pas. Il n'avait pas besoin de perfection, il n'avait pas besoin d'être le plus fort. Ce dont il avait besoin, c'était de la force pour protéger ceux qu'il aimait. Il leva les yeux, vers la silhouette tordue au plafond. Ces zombies ne signifiaient rien. La véritable menace était celui qui les contrôlait. S'il voulait mettre fin au chaos, il devait en finir avec le roi. Alors qu'une autre vague de zombies se jetait sur lui, Julien sourit, ses yeux brillant de rouge. Il pensa qu'il ne croyait pas que ces conneries suffisaient à l'arrêter. Juste au moment où il termina ces mots, un rugissement assourdissant explosa derrière lui. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Il se retourna juste à temps pour voir un zombie se jeter sur Élodie. Avant qu'il ne puisse l'atteindre, la mère de Soula frappa le zombie avec sa poêle, l'envoyant voler. Il courut vers Élodie, les yeux pleins d'inquiétude, et lui demanda si elle allait bien, si elle avait été mordue, mais Élodie secoua la tête, elle allait bien et lui demanda où était Sao. Depuis le patio avant, Sao Min cria avec émotion qu'elle l'avait vu, qu'il était comme un super-héros en train de détruire des zombies comme si de rien n'était, qu'il allait bien. Mais juste au moment où ces mots tombèrent, un bruit assourdissant résonna dans l'air. Sophie se figea, tourna lentement la tête et vit, parmi des pierres brisées et de la poussière, le prote ensanglanté et frappé luttant pour se relever. Elle cria d'une voix rauque de rester en arrière, de ne pas s'approcher, de courir. Devant lui se tenait un ours zombie muté, 2 fois plus grand qu'un camion, avec des yeux brillants de rouge et des morceaux d'acier sortant de sa colonne vertébrale. Chaque respiration du monstre libérait de la vapeur, comme de la fumée d'un four. Non seulement il les observait, il les chassait. Le corps de Julien trembla de douleur, mais il se força à se relever, serra les poings, les yeux fixés sur la bête. D'une voix basse et déterminée, il savait qu'à ce moment-là, il était le seul capable de le faire. Affronter cette créature et il ne laisserait pas sa famille être blessée, pas encore une fois. Rougi, il libéra toute l'énergie en lui. Une tempête d'énergie rouge s'en l'entoura comme un incendie de forêt. Ainsi, il resta ferme face à l'énorme ours zombie, les dents serrées. S'il devait mourir ce jour-là, il pensait qu'il le ferait en protégeant sa famille. Pendant ce temps, depuis le patio, son père, sa mère et sa sœur crièrent désespérément qu'il devait reculer. Cependant, Julien ne bougea pas d'un centimètre. À cet instant, l'énorme ours zombie rugit et se jeta sur lui, sa griffe descendant comme une guillotine. Julien esquiva juste à temps, mais avant que la griffe puisse frapper, un fort fracas se fit entendre, suivi d'une voix familière. Alors, une silhouette dit qu'il semblait aussi pouvoir utiliser ce genre de pouvoir qu'il pensait gaspiller. Lorsque la poussière se dissipa, Sophie apparut, bloquant la griffe de l'ours d'une seule main. Calmement, elle s'excusa pour le retard et l'appela petit frère. Ainsi, les yeux de Julien s'ouvrirent par surprise et joie, la reconnaissant comme sa grande sœur. Ensuite, Sophie se redressa avec un sourire, disant qu'il lui avait fallu un certain temps dans les montagnes pour s'habituer à ce pouvoir. Elle regarda Julien, lui faisant signe de bien observer, car c'était ainsi que cela s'utilisait vraiment. D'un mouvement de bras, Sophie projeta le gigantesque ours dans les airs. De cette manière, il vola comme un train déraillé, s'écrasant contre un tas de ruines avec un fracas assourdissant. Puis, se secouant de la poussière, Sophie sourit à nouveau, remarquant que le monstre continuait à respirer et qu'il avait la peau dure, l'appelant hamster géant. Ensuite, elle se tourna calmement et dit à Julien qu'elle s'en chargerait, qu'il devait s'occuper de ce qu'il était le seul à pouvoir faire. Julien acquiesça avec un regard froid comme l'acier et comprit. Puis il se retourna lentement, regardant ses yeux en silence. Il était encore là, en haut du toit lointain, à ce moment-là, les souvenirs de sa vie passée revinrent comme un torrent, sa famille mourant devant lui, ses cris impuissants dans la nuit, l'amertume, la rage, les cauchemars sans fin. Cependant, cette fois-ci, avec le pouvoir entre ses mains, il détruirait tout ce qui menaçait les siens. C'est pourquoi il fit un pas en avant, la voix froide et tranchante, appelant Léon. Celui-ci se tourna lentement, son bras, auparavant sectionné, étant maintenant remplacé par une griffe grotesque semblable à celle d'un loup.
Alors, il éclata d'un rire rauque et lui dit qu'il ne parlait plus avec le vieux Léon, que celui-ci était mort. Il sourit avec des yeux fous et les crocs à découvert, disant que ce corps s'était libéré des limites de l'humanité, qu'il était maintenant à la fois zombie et homme, intelligence et contrôle en un seul. Il commandait la horde et gardait son esprit dans cet apocalypse. Il était le roi. Pendant ce temps, en bas, la horde de zombies se précipitait vers le bâtiment. Malgré tout, Léon restait droit, les yeux fermés, profitant du pouvoir sombre qui l'inondait. Alors il sourit, disant qu'il devrait en réalité lui être reconnaissant. Il affirma que si Julien n'avait pas réduit en morceaux le loup zombie, il n'aurait pas reçu ce noyau de cristal sur un plateau d'argent. Sa voix baissa de ton tandis qu'un sourire cruel se formait sur son visage, et il commenta qu'il avait pensé à comment le remercier pour ce cadeau, et qu'il avait finalement décidé quoi faire. Cependant, il n'eut pas le temps de finir car une lueur d'acier trancha l'air et l'épée de Julien tomba avec force. En conséquence, la tête de Léon fut fendue en deux, le sang jaillissant comme un geyser. Julien rengaina son épée avec une expression froide, disant qu'il restait le même lâche, juste avec une plus grande bouche et qu'il se croyait digne d'être roi. Puis il se tourna, scrutant le champ de bataille du regard, sachant que Léon était dehors et que son frère aîné aurait moins de pression. Mais alors, un rire glaçant résonna derrière lui. En conséquence, il se retourna lentement, et vit comment le corps de Léon se relevait à nouveau, la fissure dans son crâne se refermant, la chair palpitation et les os se rejoignant avec des craquements nauséabonds. Ses yeux brillaient maintenant d'un rouge sauvage tandis qu'il souriait avec une voix plus profonde et monstrueuse, disant à Julien que son épée ne pouvait pas le tuer. En voyant cela, les yeux de Julien s'ouvrirent avec étonnement. Il leva immédiatement son épée et la plaça devant sa poitrine, comprenant que Léon avait hérité de la régénération du loup zombie et qu'il devait mettre fin à cela immédiatement. Cependant, avant qu'il ne puisse attaquer, Léon apparut à ses côtés comme une ombre. Sa voix dégoulinait comme du poison à son oreille, lui disant qu'ils étaient pareils, que c'était son air, qu'il devait le rejoindre, que les morts les serviraient, que les vivants les nourriraient et que l'humanité s'agenouillerait comme du bétail sous son règne. Puis, il désigna la horde qui se précipitait et commenta qu'il lui avait même apporté un cadeau, qu'il avait éliminé les lignées de sang inférieures autour de lui pour préparer l'accueil. En bas, la marée zombie avait déjà atteint les remparts. Pendant ce temps, à l'intérieur de la cour, les parents de Julien et les autres luttaient pour maintenir la ligne. D'un côté, l'oncle Néo cria que le flanc ouest s'effondrait. Le père de Julien allaitait, la sueur coulant sur son visage, demandant de tenir un peu plus, confiant que Xiaosu et Julien termineraient bientôt. Cependant, avant qu'il ne puisse reprendre son souffle, un bruit massif secoua le sol. Le cadavre de l'ours géant atterrit à ses côtés, soulevant un nuage de terre et de sang. À ce moment-là, derrière le mur, la voix de Sophie s'entendit avec un ton malicieux, disant que ce type savait vraiment encaisser les coups, donc il pourrait l'utiliser pour boucher le trou. Alors, Julien, le père, se retourna rapidement, entre soulagé et tendu, et demanda à Sophie si son frère allait bien. Pour sa part, Sophie observait les zombies qui approchaient de toutes les directions. Elle serra la mâchoire, car il n'y avait pas moyen d'échapper à ce moment-là. Donc, elle se tourna vers son père, et lui dit fermement de ne pas s'inquiéter, car Julien avait plus de potentiel qu'il n'en avait jamais eu et, par conséquent, il mettrait fin à tout cela. Pendant ce temps, Julien fut de nouveau frappé par l'attaque de Léon, et, en conséquence, fut projeté en l'air, s'écrasant contre le sol avec un craquement osseux. Ensuite, la poussière explosa autour de lui alors qu'il était là, le sang goûtant de sa bouche et son corps meurtri. C'est alors que Léon descendit, se penchant sur les décombres avec un sourire malicieux, et dit avec déception que si c'était tout ce qu'il avait, il pouvait encore le pardonner s'il s'agenouillait et jurait fidélité. Cependant, avant que les mots ne sortent complètement de sa bouche, un éclat cramoisi traversa l'air. À cet instant, Julien se lança en avant et son épée transperça la poitrine de Léon, l'envoyant voler à travers 3 murs de pierre. Malgré la poussière qui continuait de tourner dans l'air, Julien resta droit, les yeux aiguisés et la voix froide, déclarant que les humains ne marchent pas aux côtés des bêtes, et encore moins avec celles qui montrent les crocs à leur famille. Ensuite, il marcha vers la silhouette effondrée parmi les décombres, avec l'épée encore dégoulinant de sang, et d'une voix de jugement déclara qu'il ne lui restait qu'une chose à faire, le tuer. Cependant, la blessure à la poitrine de Léon commença à se fermer presque immédiatement. Alors, se levant, il lécha le sang de sa griffe et, d'une voix froide et menaçante, dit que si c'était le cas, il condamnait Julien à mort. En un clin d'œil, il se lança en avant. Sa griffe descendit comme une guillotine, coupant l'air avec une force terrifiante. Julien leva à peine son épée à temps. À la suite de l'impact, des étincelles volèrent au moment du choc. Il était plus rapide, plus fort. À cause de la force, les bras de Julien tremblaient. Il ne pourrait pas résister beaucoup plus. Coup après coup, il tombait sans pitié. Puis, une douleur aiguë lui traversa le bras. Une profonde blessure s'est ouverte même à travers sa barrière de sang. Réagissant immédiatement, il recula d'un coup de pied et tomba plusieurs pas en arrière, haletant en regardant la blessure. Ses yeux se plissèrent. Même son bouclier de sang assura ne pouvait plus résister, il atteignait sa limite. De l'autre côté du champ de bataille, Léon se léchait la griffe, se moquant de l'incroyable que Julien ait esquivé ce coup, car il pensait vraiment qu'il admirait ses entrailles. Malgré l'épuisement, Julien sentait sa force s'évanouir et sa vision se troublait légèrement. L'aura de sang clignotait, mourante, mais alors il leva les yeux, regarda directement le monstre devant lui et serra plus fort son épée. S'il ne lui restait qu'un coup, alors que tout se termine avec celui-ci, avant que Léon ne puisse même réagir. Léon apparut soudainement devant lui avec un sourire malicieux et des yeux rouges brillants.
Il lui dit qu'il l'avait et que même lui ne savait pas à quel point il était puissant à pleine capacité. Julien se figea pendant une seconde, juste assez pour que la griffe de Léon lui entaille la poitrine avec une blessure profonde et brutale. Le sang jaillit de la blessure, teintant le sol, mais à cet instant, Julien plongea la main dans son manteau, et, avec un dernier élan de volonté, lança un explosif artisanal directement au visage de Léon. Il lui cria de profiter de la surprise, « Idiot !» Alors, boum! Les flammes rugirent, enveloppant la zone dans un enfer ardent. Cependant, de l'intérieur de l'incendie, la voix de Léon résonna froide et moqueuse, disant qu'un cocktail Molotov pensait vraiment que cela suffirait à le tuer. Au fur et à mesure que la fumée se dissipait, Léon émergea indemne, mais Julien avait disparu. Alors, Léon cligna des yeux, murmura qu'il avait fui et lâcha un rire maniaque et déséquilibré. Néanmoins, son sourire s'effaça et ses yeux devinrent aussi froids que la glace. Il lui avertit de courir. Tout ce qu'il voudrait, mais qu'il le trouverait, et quand il le ferait, il le déchirerait morceau par morceau ailleurs. Julien était affalé dans un sombre magasin de convenience, haletant pour de l'air. Il tenait fermement sa blessure, bien que sueur, sang et douleur se mêlaient. Son emprise sur l'épée restait ferme. Il s'appuya contre une étagère froide, les yeux fixés sur son bras blessé. Heureusement, l'hémorragie s'était arrêtée. Pas complètement guérie, mais assez. Il ressentit une étincelle de surprise. Ainsi, le Blood Assura pouvait aussi guérir. Néanmoins, son soulagement fut de courte durée. Son énergie était presque épuisée, il ne lui restait qu'un mouvement, une dernière chance. Dehors du magasin d'essence, des pas résonnèrent. Puis la voix de Léon se fit entendre, résonnante et cruelle. Il dit avec sarcasme qu'une station-service était sa cachette, que certains mouraient sans goût, et que Julien avait choisi son cercueil comme un paysan. Pendant ce temps, sa griffe traînait sur une camionnette rouillée, produisant des étincelles à chaque contact. Le métal criait de protestation. Puis Léon ralentit le pas et sa voix devint basse et délibérée, comme celle d'un prédateur qui explique les règles de la maison. Il a dit que les loups chassent même quand ils n'ont pas faim parce qu'ils désirent goûter à la peur, ressentir le désespoir de leur proie quand tout espoir s'évapore et que chaque ruse échoue. Ce moment de pur effondrement, a-t-il assuré, est le meilleur des assaisonnements. Avec un sourire tordu, il frappa avec force une voiture proche. Le véhicule se renversa comme un jouet, atterrissant avec un crissement métallique assourdissant. Léon regarda le sol, suivant la traînée de sang qui le conduisit jusqu'à un fin fil de fer-piège, à peine visible, qui brillait faiblement avec de l'essence. Au-dessus pendait un cocktail Molotov, prêt à tomber au moindre contact. Léon poussa un rire moqueur alors que son sourire s'élargissait. Il a dit qu'il ne serait pas assez stupide pour suivre cette traînée et marcher droit dans le piège comme un aveugle. Il leva lentement une griffe, ses yeux se plissant en affirmant que l'odeur la plus forte de sang venait de là-haut. Il sauta soudain, et sa griffe déchira le toit qui s'effondra dans une tempête d'acier et de bois. Une veste ensanglantée tomba à ses pieds. Il la ramassa, confus, sans savoir qu'à cet instant, Julien surgissait des ombres juste devant lui. En un seul mouvement, Julien lança une poignée de poudre au visage de Léon. Ce dernier hurla de douleur, se portant les mains aux yeux brûlants. Julien s'approcha d'une voix calme et froide, expliqua que c'était du sel, que Léon ne pouvait plus ni le sentir ni le voir. Un léger sourire se dessina sur son visage. Il a dit que Léon ne pouvait plus sentir quoi que ce soit et encore moins voir. Julien poursuivit en affirmant que, bien que Léon ait hérité de la force du loup zombie, il avait également reçu sa plus grande faiblesse. L'odorat d'un loup possède plus de 200 millions de cellules capables de détecter des millions d'odeurs, ce qui transforme le sel en une torture absolue. Il le regarda droit dans les yeux et condamna que la plupart baissent leur garde quand ils pensent avoir vu à travers un piège. Il a dit que, bien que Léon se fasse appeler roi, il n'était pas différent, juste un chien aveugle, se noyant dans sa propre arrogance. Léon rugit, ses yeux exorbités de fureur, promettant de le tuer et de le mettre en morceaux. Julien leva son épée avec sérénité et affirma qu'il n'aurait pas l'occasion. L'énergie sanguine surgit à travers son bras, enveloppant l'épée dans une tempête cramoisie. Alors, il déclara sa technique fendeur du monde. La coupe descendit avec un éclat de lumière rouge. Léon fut écrasé contre le sol par une onde de choc qui secoua le terrain. Entre la fumée, Julien observait le cratère et murmura qu'il était toujours en vie. Il a dit que ces monstres étaient vraiment difficiles à tuer. Léon, déjà ensanglanté, haletant mais grondant encore entre ses dents, affirmait qu'il était un roi et que les rois ne meurent pas. Cependant, ses yeux s'ouvrirent avec surprise. Il remarqua qu'un liquide épais sentant l'essence commençait à monter autour de lui. Il cria en demandant ce que c'était. La voix de Julien traversa la tension avec calme, expliquant que ces bombes incendiaires n'étaient pas suffisantes. En voyant un réservoir souterrain de carburant, il pensa à essayer si cela suffirait à envoyer un monstre comme Léon en enfer. Il déclara que cette station-service était son cercueil et lui dit au revoir. Une explosion retentit de retour au village. Le père de Julien se tenait à la porte, les armes prêtes. Une explosion tonitruante sequa l'horizon. Il leva les yeux, confus, et vit une brillante boule de feu s'élever comme un second soleil. Il murmura que le soleil était déjà levé. Sophie cria avec excitation de regarder. Les zombies commençaient à se retirer. Les défenseurs épuisés sourirent, soulagés. Julien rentrait chez lui, regardant le soleil, hochant la tête avec un léger sourire, jusqu'à ce qu'une voix faible l'arrête en demandant de l'aide. En se retournant, il vit une silhouette pâle, presque inconsciente, appuyée contre un mur, et s'arrêta. Pendant ce temps, de retour à la maison, fulminant son frère du regard, il lui dit d'un ton accusateur s'il était vraiment un sans-gêne. Julien, clairement frustré,
soupira avant de répondre qu'il vérifiait juste si Lynn avait été mordu, ajoutant qu'on ne pouvait pas ramener quelqu'un chez soi juste parce qu'il avait l'air bien, car trop de groupes avaient été anéantis par la même erreur. Il ajouta ensuite, presque sur la défensive, qu'il ne portait pas de chemise non plus, donc techniquement c'était juste. Sophie leva les yeux au ciel avec agacement et répliqua que cela ne faisait que le faire sonner encore plus comme un sans-gêne, ajoutant que par chance elle l'arrêta à temps car sinon, elle l'aurait vraiment vu. Julien ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'il ne puisse le faire, la porte proche s'ouvrit avec un grincement et Élodie sortit calmement, disant qu'elle allait bien, qu'elle l'avait vérifié, qu'elle était juste épuisée, mentalement et physiquement, et qu'elle se réveillerait bientôt. Elle fit une pause, les observant tous les deux, et demanda avec curiosité pourquoi ils avaient ces visages si étranges. Sophie toussa, forçant un sourire, et répondit que rien, qu'ils étaient juste heureux qu'elle aille bien, c'était tout. Alors, Julien se tourna vers elle avec un léger ton chaleureux dans la voix et dit merci pour tout, Élodie. Elle baissa les yeux et répondit doucement qu'en réalité, elle n'avait rien fait, que c'était eux qui avaient fait tout le travail difficile. Après une brève pause, Rouen, Tao, l'oncle Néo et Élodie se préparèrent à partir, car ils voulaient explorer le village à la recherche de survivants tant qu'il y avait encore de la lumière du jour, car c'était leur devoir en tant que membre du conseil du village. Juste avant qu'ils ne partent, Julien appela Élodie en voyant la culpabilité dans ses yeux et lui dit de ne pas se blâmer, que personne ne pouvait arrêter une marée de zombies à l'avance, qu'ils ne pouvaient pas sauver tout le monde, mais tant qu'ils étaient en vie, il y avait encore de l'espoir. Élodie se retourna et sourit doucement, répondant qu'elle le savait et le remerciant. Depuis une voiture, Élodie rit et dit qu'il n'était pas mal que son petit frère apprenne enfin à parler comme un être humain. Julien regarda le groupe partir et murmura que cette fois, la fin était enfin différente. Sophie leva un sourcil et demanda de quoi il parlait, disant qu'elle espérait qu'il ne faisait pas référence à sa conscience émotionnelle, mais ajouta que peu importe. Il soupira et démarra le moteur, disant qu'il devait avancer, car il devait encore s'occuper de ses corps. Tous deux roulèrent vers les montagnes et commencèrent le travail de nettoyage final. Debout devant les cadavres en flammes, Julien parla à voix basse, disant que ces corps mutés devaient être incinérés, car si les animaux les mangeaient, ils pourraient faire face au prochain désastre. Il se secoua la poussière des mains et sourit, disant qu'ils pouvaient enfin rentrer chez eux et vraiment dormir. Il ajouta ensuite que Julien devait s'assurer de laver la voiture à la station-service, car elle puait. Julien se gratta la tête, mal à l'aise, et dit que oui, mais concernant cette station-service. Il fronçit alors les sourcils et demanda pourquoi il devait le faire. Sophie passa un bras autour de ses épaules avec un sourire et répondit que c'était son grand frère et qu'il avait un problème avec ça. Zoé plissa les yeux et dit qu'elle connaissait les règles. Elle leva un sourcil et demanda s'il était sûr de pouvoir encore le battre, en soupirant, disant qu'elle n'avait jamais perdu une partie de chasse aux fantômes. Ils organisèrent rapidement le jeu. Sophie serait le chasseur de fantômes et Julien le fantôme. Les règles étaient simples, le chasseur comptait jusqu'à 10 pendant que le fantôme courait, et s'il l'attrapait en 3 minutes, il gagnait. Le fantôme devait simplement courir comme le diable. Dès que le pouvoir de Julien s'activa, il se mit à courir et Sophie riait derrière lui, disant qu'elle utiliserait vraiment ce truc, mais lui rappelant qu'il le connaissait aussi. Avant que Julien puisse réagir, Sophie était déjà juste derrière lui. Elle essaya de l'attraper, mais Julien s'arrêta net, tourna son corps et évita sur le côté comme une ombre. Tous deux coururent à travers la forêt, sautant par-dessus des racines et se faufilant entre les arbres, enfermés dans un jeu de poursuite implacable. Soudain, Julien sauta haut, visant une branche d'arbre. Sophie cligna des yeux, surprise, puis sourit, disant qu'aller dans les airs était une bonne tentative. Sans avertir, elle chargeait directement vers l'arbre juste au moment où Julien atteignait la branche. Avec un craquement, l'arbre s'effondra dans un fracas. Surpris, Julien ajusta sa position dans les airs et atterrit en toute sécurité derrière elle. Sophie continuait de sourire avec une épée à la main, récemment utilisée pour abattre l'arbre, et dit qu'elle pensait que Julien s'échapperait par là, mais qu'il n'avait aucune chance. Julien venait à peine de toucher le sol qu'il sentit quelque chose de énorme venir par derrière. Il se retourna juste pour voir Sophie lui lancer le tronc entier de l'arbre. Julien croisa les bras, se prépara et le bloqua de toutes ses forces. Les frères étaient coincés, l'un poussant et l'autre résistant, avec de l'énergie crépitant entre eux. Sophie rit d'une voix pleine de défi, disant que son petit frère reprenait la course. Julien ne répondit pas aux moqueries de son frère, car il était trop concentré sur sa résistance. Le tronc de l'arbre s'écrasait silencieusement contre lui, s'émerveillant de la force brute derrière lui. Réalisant qu'il ne pouvait pas le résister de front, il laissa l'élan le ramener en arrière pour absorber l'impact. Quelques instants plus tard, le tronc heurta la falaise avec un bruit assourdissant, soulevant un nuage de poussière et d'éclats. Sophie, debout au milieu du désastre, se gratta la tête mal à l'aise et cria, se demandant si elle avait trop forcé, mais n'obtint pas de réponse. Quand la poussière se dissipa, elle ne vit personne. Alors, une pierre la frappa sur le sommet de la tête. La voix de Julien flotta depuis le haut, annonçant que le temps était écoulé et que le fantôme gagnait ce tour. Sophie regarda vers la falaise et cria, se demandant quand il était monté là, haut, car il lui semblait très discret. Julien sauta doucement vers le bas, souriant, et lui expliqua que lorsqu'il s'était penché contre la falaise pour absorber l'impact, il avait découvert beaucoup de choses sur le fonctionnement de ses pouvoirs. Sophie sentit qu'elle avait acquis les siens en absorbant un noyau de zombies, et Julien répondit de manière décontractée que quelque chose de similaire était arrivé, bien qu'il ajouta dans son esprit que techniquement, cela s'était produit dans sa vie précédente. Puis il dit à voix haute qu'il pensait que son habilité était quelque chose de différent, car il pouvait tirer parti des pouvoirs des autres.
Sophie cligna des yeux, surprise, et pourtant, Julien continua d'affirmer qu'il pouvait utiliser les pouvoirs des autres non pas par coïncidence. Il détailla comment l'habilité de Sophie, le bastion de sang, augmentait la force physique, la vitesse et la défense. De plus, il expliqua comment cette aura carmin qui entourait Sophie pouvait bloquer la plupart des attaques physiques. En se passant dans leur petite bataille, Julien croyait pouvoir répliquer environ 70% de ses pouvoirs. Sophie haussait un sourcil, surprise, et commenta que bien qu'elle ait perdu, ce n'était pas tout. Julien ajouta qu'il pensait aussi pouvoir évaluer les habiletés des gens de manière assez détaillée. Sophie, un peu confuse, demanda s'il parlait de statistiques de personnages de RPG, comme si Julien avait une interface personnelle. Julien expliqua que ce n'était pas exactement ça, mais plutôt un instinct. Il ressentait les chiffres derrière la force d'une personne. Par exemple, si les statistiques moyennes d'un adulte étaient de 20, celle de Sophie en termes de puissance et d'agilité serait de 90, et sa résistance peut être 95. En ce qui concerne l'intelligence, Julien fut interrompu par Sophie, qui sourit et demanda si cela le rendait plus intelligent. Julien sourit avec moquerie et lui répondit que plutôt son quotient intellectuel était de 0, et il lui fit remarquer que le voir lutter avec une souche d'arbre avait été douloureux. Sophie, riant, passa un bras sur les épaules, lui faisant remarquer que son quotient intellectuel de 0 pourrait encore lui faire perdre ses dents. Puis, soudain, elle se souvint de quelque chose et dit que le cristal du noyau de l'ours zombie qu'elle avait gardé dans son tiroir pourrait être utile plus tard. Cette nuit-là, dans la chambre du protagoniste, Sophie entra pendant que son frère dormait, car elle cherchait le noyau zombie et savait que si elle le trouvait et l'absorbait, elle obtiendrait enfin des super-pouvoirs. Le lendemain matin, le temps était ensoleillé, et les oiseaux se baignaient dans les rayons du soleil, tandis que Julien labourait la terre pour semer et assurer son avenir. Julien ne voulait pas travailler, mais en tant que Benjamin, sa mère l'y obligea, ce qu'il trouvait injuste, car son frère était toujours libre et lui seul devait travailler. Cependant, le protagoniste n'était pas un garçon ordinaire, il utilisa donc son talent pour cultiver la terre. De son côté, la fille étrange était dehors, rassemblant son courage pour s'approcher du protagoniste, vêtue uniquement d'une chemise blanche qui lui allait à merveille. Finalement, elle décida de tourner le coin et d'appeler Julien, qui se trouvait plus loin, mais elle fut surprise par la scène qui s'offrait à ses yeux. Julien se retourna et lui demanda si tout allait bien, à quoi la jeune fille répondit qu'elle voulait simplement le remercier de l'avoir sauvé. Il répondit qu'il ne faisait que tenir une promesse, faite il y a longtemps et qu'il ne lui devait rien, mais la fille dit que cela n'importait pas. Elle lui servit du thé et lui demanda s'il pourrait l'aider à nouveau à l'avenir, ce à quoi Julien refusa, affirmant qu'il n'était pas intéressé. Cela surprit la jeune fille, qui lui demanda pourquoi. Alors, il expliqua qu'il avait promis d'aider parce que l'oncle avait réglé la dette de sa famille, qu'il ne faisait que rembourser une dette, et maintenant que la dette était réglée, il n'y avait plus de raison de l'aider. Lara, abattue, baissa les yeux et dit avec difficulté qu'elle comprenait. Plus tard, le protagoniste termina de préparer toute la terre qu'il avait retournée et réalisa que le Bouddha de sang n'était pas encore apte pour le travail agricole et qu'il devait améliorer le contrôle de son pouvoir. Soudain, quelqu'un frappa à la porte et en ouvrant, il trouva des visiteurs qui lui décrivirent la situation dans le village. Il écouta en silence, baissa la tête et dit qu'il n'y avait rien à faire. Malheureusement, personne d'autre n'avait survécu et tous étaient attristés par la nouvelle. Les visiteurs se blâmaient pour les morts, mais Julien dit que ce n'était pas de leur faute et qu'ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient. L'oncle demanda alors ce qu'il devait faire maintenant, car il ne savait pas comment améliorer la situation. Julien répondit que c'était simple, d'abord, ils devaient prendre un bain, puis dîner ensemble, car peu importe ce qui se passait, le plus important était qu'ils étaient toujours en vie et en bonne santé. Peu après, Élodie sortit de la salle de bain avec les cheveux mouillés. Les vêtements que le protagoniste lui avait donnés n'étaient pas suffisants et elle avait l'impression de paraître un peu étrange. Mais juste à ce moment-là, on l'appela pour dîner. Bien qu'elle se soit sentie un peu gênée, elle pensa qu'il n'y avait rien de mal à cela. Alors que la nuit tombait, lorsque le soleil s'était déjà caché, seule une maison avait ses lumières allumées dans tout le village, et dans la cuisine, les préparatifs pour le dîner étaient en plein essor. Pendant que tout le monde discutait et plaisantait, Olivia demanda à Élodie de s'asseoir à côté de Julien. Et elle accepta avec joie, tandis qu'au loin, une autre fille l'observait avec envie, sans rien dire. Julien offrit une soda avec un sourire, et Élodie l'accepta, levant ensuite son verre pour dire qu'à cette table se trouvaient tous les survivants du village. Comme la communication n'avait pas encore été rétablie, ils ne savaient pas comment les choses se passaient ailleurs, mais tous devaient survivre à tout prix. Avoir surmonté une vague de zombies signifiait qu'ils formaient maintenant une grande famille qui devait s'entraider dans les moments difficiles. En plus de survivre, ils avaient aussi besoin de vivre avec prospérité et bien-être, c'est pourquoi tous levèrent leur verre et portèrent un toast à un avenir radieux. Soudain, la soda glissa des mains de Sophie, et elle tomba de sa chaise, provoquant que Julien se leva immédiatement pour lui demander si elle allait bien. Mais la fille transpirait abondamment, ses yeux devenaient rouges et un grognement à peine audible échappa de sa bouche. En la regardant, Julien comprit que quelque chose n'allait pas avec sa sœur, et dans l'instant suivant, elle se leva brusquement et se jeta sur Julien en criant. Elle le mordit au bras, mais le protagoniste était déjà prêt et avait activé son pouvoir à l'avance. Tous furent choqués par le comportement de la fille et ne comprenaient pas ce qui se passait. Le père demanda à sa fille de lâcher son frère, assurant que s'il y avait un malentendu, il pouvait le résoudre en parlant. Pendant ce temps, quelqu'un observait la scène avec une peur évidente, comme s'il avait déjà été témoin d'une telle situation auparavant. Finalement, l'impulsion de Sophie commença à s'affaiblir, et peu à peu elle revint à la normale.
Alors, Julien lui demanda comment elle se sentait. Elle reprit conscience, recula et regarda les visages confus autour d'elle. Tous étaient stupéfaits, et le père lui demanda ce que c'était que cela. Mais elle, confuse, ne sut quoi dire et, gênée par tant de regards sur elle, demanda de l'aide à son frère. Soudain, Julien lui donna un coup de poing dans le ventre, la prenant par surprise, et la porta hors de la maison. Il expliqua au présent qu'elle avait bu trop de soda et qu'elle avait besoin de se ressaisir, laissant tout le monde immobile dans un mélange de peur et de surprise. Une fois dehors, Sophie éclata en larmes en réalisant qu'elle avait failli attaquer sa famille. Julien réprimanda sa sœur pour son imprudence et lui dit qu'elle avait de la chance d'être encore en vie après avoir mangé le noyau. Elle s'excusa et, avec de la tristesse dans la voix, confessa qu'elle voulait aussi avoir des super pouvoirs malgré toute son expérience passée. Julien était sincèrement surpris par sa sœur et ne savait pas ce qui se serait passé s'il n'avait pas détecté dès le début que quelque chose n'allait pas. Alors, en plaçant une main sur la tête de sa sœur, il lui dit qu'il lui apprendrait à utiliser son nouveau pouvoir et que, pour commencer, elle devait fermer les yeux et penser à la force comme un courant d'air qui parcourait son corps, lui rappelant que cette capacité faisait déjà partie d'elle et de ses instincts, et qu'à présent, avec ce pouvoir, elle devait redécouvrir le monde. La fille ouvrit les yeux, et Julien lui demanda ce qu'elle voyait devant elle. Sophie répondit qu'elle voyait le flux de la vie et qu'elle sentait qu'elle pouvait le contrôler. Elle tendit la main vers une plante devant elle et celle-ci commença à croître rapidement sous ses yeux, ce qui la laissa très surprise. Julien commenta que, apparemment, c'était exactement son pouvoir, et la sœur lui demanda s'il pouvait faire la même chose. L'homme était très content car il avait planté ses pommes de terre le jour même, et, avec la capacité de la fille, il n'aurait plus à se soucier de l'approvisionnement en nourriture. Cependant, elle se montrait préoccupée car elle ne voulait pas que son pouvoir soit utilisé pour l'agriculture, car elle avait imaginé qu'elle tirait des rayons laser, contrôlerait les tonnerres ou se transformerait en super-fille, mais finalement, elle ne devenait qu'une bonne agricultrice. Son frère fut impressionné par son imagination, bien que June savait qu'après avoir consommé un noyau, la probabilité de réveiller une capacité était très faible et le fait que son frère et sa sœur y soient parvenus ne pouvait pas être qu'un simple coup de chance, car il croyait que tout était lié à sa propre capacité. Au matin, comme prévu, le coq essaya de réveiller tout le monde, mais soudain, le silence régna car Julien le saisit par le cou et lui ordonna de se taire. Julien demanda à son oncle d'où venait le coq et l'homme répondit qu'il avait aussi une poule qu'il avait élevée pour qu'elle pondît des œufs. Plus tard, il expliqua que, des années auparavant, lorsque la ferme manquait de travailleurs, il avait reçu une poule et un coq en paiement pour son aide. En entendant qu'il y avait une ferme dans le village, le protagoniste se rappela qu'elle n'était pas loin, alors ils décidèrent d'aller à la ferme principale. Après un moment, ils arrivèrent à destination et Julien dit qu'il devait prendre le plus d'oiseaux possible pour les reproduire chez eux et aussi ramasser des œufs avec des poussins non éclos. Cependant, Juan Tao avertit que tout le monde à la ferme était mort et demanda s'ils pouvaient soudainement devenir des zombies, bien qu'il fût clair qu'ils avaient été poignardés jusqu'à mourir. Car il y avait toujours un risque de danger. Le professeur essaya de les rassurer, disant que les zombies ne semblaient pas sortir pendant la journée, mais que le plus important était de ne pas entrer dans la cave, où la lumière du soleil ne parvenait pas, et qu'en aucune circonstance ils ne devaient le faire. Pourtant, Juan Tao commenta qu'il ne savait toujours pas ce qui se passait dehors et qu'il avait du mal à croire que toutes ces personnes étaient réellement mortes. L'oncle répondit que les gens avaient beaucoup d'armes efficaces et que être de l'aide arriverait bientôt, mais Julien dit qu'il valait mieux ne pas se faire d'illusions, car le pire n'était pas les zombies eux-mêmes mais le virus, dont les conséquences allaient bien au-delà de l'imagination humaine, et qu'ils ne pouvaient donc compter que sur eux-mêmes. Il trouva une couveuse et demanda aux autres de vérifier combien il y en avait, ce qui rendit l'oncle très heureux, car cela signifiait que la mission avait été un succès. Le protagoniste demanda à l'homme si les œufs étaient viables, et celui-ci répondit que l'incubation artificielle était possible dans les bonnes conditions. Juan Tao commenta qu'il y avait beaucoup d'œufs, mais aucune poule, ce qui était très étrange. Julien acquiesça et dit que si tout était morte, au moins les corps devraient être là. Soudain, ils entendirent un bruit à l'entrée et se retournèrent pour voir de quoi il s'agissait. Ils découvrirent qu'il s'agissait d'un oie qui émettait les sons caractéristiques de son espèce, et tous furent surpris par son apparition soudaine. Juan Tao se réjouit qu'il y ait encore des animaux vivants dans cette ferme, demanda à Julien un sac et affirma qu'il avait de l'expérience dans la capture d'oiseaux pour le sacrifice. Le jeune homme soupçonna quelque chose, mais décida de garder le silence. Alors, l'homme commença à attraper l'oie avec précaution, l'attacha et la immobilisa facilement, mais soudain l'oiseau ouvrit le bec et se transforma en monstre. Julien réagit à temps et sauva son oncle de l'oie zombie. L'homme, en sueur, demanda ce qu'était cette chose, mais il n'avait pas le temps de parler. Il devait sortir d'ici. Une fois dehors, ils s'arrêtèrent net et restèrent abasourdis en voyant qu'une bande entière de monstres zombies affamés se précipitait sur eux sans montrer la moindre peur de la lumière du soleil. Il était très difficile de lutter contre les oiseaux car ils étaient trop nombreux, alors Julien localisa une route d'évasion et appela les hommes qui le suivaient. Ils commencèrent à courir aussi vite qu'ils le pouvaient, car ils ne voulaient pas être dévorés, mais le protagoniste se rendit compte que l'oncle et Juan Tao étaient trop lents et qu'à ce rythme, ils ne pourraient pas échapper aux oies mutantes. Les hommes étaient déjà hors d'haleine à cause de la course et trempés de sueur, donc le jeune homme dut penser rapidement. Il n'y avait pas d'autre choix, alors il décida d'essayer une nouvelle capacité que sa sœur lui avait montrée auparavant. Un pouvoir différent de celui de son frère et être plus pratique. Il utilisa son pouvoir de croissance et des lianes commencèrent à surgir de partout, s'étendant le long du chemin et attaquant les monstres qui les poursuivaient.
Julien se réjouit d'avoir ralenti les poursuivants et dit qu'il devait s'échapper, mais malheureusement, le chemin devant eux était bloqué par d'autres oies zombies, les laissant encerclés. En voyant les mâchoires des créatures, ils pensèrent que tout était fini, mais Julien cria qu'il fallait courir rapidement à l'intérieur. Ils entrèrent dans une pièce et claquèrent la porte. Les hommes essayèrent de reprendre leur souffle et l'un d'eux regarda par la fenêtre, disant qu'il serait piégé là pendant longtemps, car même si Julien était assez fort pour sortir, Juan Tao et l'oncle ne l'étaient certainement pas. Le jeune répondit que sa propre négligence les avait mis en danger et qu'il ferait tout son possible pour les ramener sains et saufs. Julien considéra ses autres options, mais hésitait encore à utiliser la compétence du Bouddha de sang. Mais tout à coup, Juan Tao trouva un ordinateur et commenta que l'électricité de la ferme n'avait pas été coupée. Le protagoniste ne comprenait pas comment cette information pouvait les aider, mais l'homme expliqua que s'il pouvait allumer l'ordinateur et se reconnecter à Internet, alors il y aurait une issue. Soudain, les monstres commencèrent à frapper à la porte, alors Julien la bloqua et dit à Juan Tao de se dépêcher car il ne tiendrait pas longtemps. L'homme commença à taper rapidement et passa 3 minutes concentré, confiant de trouver quelque chose qui pourrait les aider. Mais Julien savait qu'en 3 minutes la porte tomberait sûrement et qu'il vaudrait mieux attaquer d'abord. Il activa son pouvoir, donna un coup de pied dans la porte jusqu'à l'arracher, puis prit la poignée cassée, regardant les monstres avec fureur. Les oies zombies ne connaissaient même pas la miséricorde. Ni la peur en voyant un homme, ils attaquèrent immédiatement tandis que le protagoniste commençait à se frayer un chemin, utilisant la porte comme bouclier devant lui. À l'instant suivant, il utilisa son pouvoir pour attaquer de toutes ses forces, détruisant tous les monstres qui se mettaient en travers de son chemin. Il soupira, car cela le rachetait au moins quelques minutes, mais en dirigeant son regard vers la masse restante, il remarqua qu'elle bougeait et tentait de se reformer. L'oncle demanda à Juan Tao combien de temps il allait encore mettre, car le bruit laissait clairement entendre que les choses n'étaient pas faciles pour lui. Il répondit qu'il ne restait plus beaucoup de temps et pria mentalement Julien de tenir un peu plus, car dès que le fichier serait téléchargé sur l'ordinateur, tout serait fini. Pendant ce temps, Julien était stupéfait devant la créature qui se formait juste devant lui et à la seconde suivante, le monstre se jeta pour l'attaquer. Il avait une force énorme et le pouvoir de Julien n'était pas suffisant. Avec l'impact, sa gorge commença à saigner. À ce moment-là, l'oncle se mit à courir et dit à Julien de fuir avec Juan Tao, affirmant qu'il essaierait de stopper le monstre. Cependant, Julien se leva et courut vers l'homme, qui lui cria de ne pas hésiter ou ils mourraient tous là. Mais le jeune homme était déterminé, car il voulait tenir sa promesse de les sortir en sécurité à tout prix. Tout à coup, le zombie mutant commença à attaquer ses victimes, et le protagoniste sentit comme si les énergies des compétences de croissance, d'accélération et d'augmentation de force se combinaient. C'était une sensation étrange, comme si tout ce pouvoir voulait se libérer. À l'instant suivant, Julien lança un coup de poing et la créature se désintégra, mais peu après, son pouvoir s'évanouit. Le protagoniste, surpris et heureux, vérifia que son idée avait fonctionné après tout, bien qu'il ne comprenait pas exactement ce qu'était ce nouveau pouvoir. Le coup avait été si incroyablement fort qu'il ne pouvait plus bouger le bras. Pas le temps de se reposer, d'autres oies zombies apparurent au coin. Zoe, frustrée, réalisa que cela n'avait pas de fin et qu'il était aussi en danger. La menace se rapprochait seconde après seconde et Zoe ne pouvait pas bouger, car il avait épuisé toutes ses forces. Soudain, de la musique commença à résonner dans tout le village et les oies zombies l'écoutèrent, s'arrêtant à quelques centimètres du protagoniste. La mélodie leur semblait familière et ils coururent immédiatement en arrière en hâte. Tout à coup, Juan Tao sortit de la pièce et demanda si tout le monde allait bien. L'oncle voulut savoir s'il avait mis la musique et l'homme répondit que oui, expliquant que ses sons marquaient l'heure du repas à la ferme et que, comme tous les animaux se souvenaient de cette mélodie, ils coururent vers le nourrisseur. Par chance, il était arrivé à temps, mais il avertit qu'ils ne retourneraient jamais à cette ferme. Il commenta également qu'ils avaient eu beaucoup de chance que les œufs de poule ne se soient pas cassés, et Julien lui demanda quand il avait réussi à les prendre. À quoi il répondit que pendant qu'ils étaient occupés à attraper l'oie, il avait réussi à en prendre quelques-uns. Julien voulut savoir s'ils étaient des œufs mutants, mais l'oncle expliqua que ce n'était pas possible, car au maximum ils auraient une semaine et les monstres n'auraient pas eu le temps de les pondre. Pendant ce temps, Julien, assis à l'arrière du camion, pensa au nouveau pouvoir qu'il avait récemment éveillé. En rentrant chez lui, une réunion générale fut célébrée où Sophie demanda à tous de prêter attention, car elle voulait présenter le plan pour la prochaine action. D'abord, le groupe de sécurité, responsable de patrouiller et de construire des structures de protection, serait composé du commandant en chef Juan Tao et de Simon. Ensuite, le groupe agricole, chargé de planter et d'élever des animaux, serait entre les mains de l'oncle et de Simon elle-même, qui avait une compétence très utile. En tant qu'agricultrice, elle réaliserait tout avec la meilleure qualité. Ensuite, le groupe de distribution des ressources, chargé de contrôler l'utilisation des provisions et de planifier leur allocation. Il serait dirigé par Olivia et Lara, et enfin le groupe de renseignement, les yeux et les oreilles à la recherche de ressources et analysant l'environnement, serait composé de Zoé et Elodie. Une fois la réunion terminée et tous les rôles définis, après un certain temps, le jeune homme rassembla tout ce qu'il fallait dans son sac à dos pour une autre mission hors du village. Il empaqueta tout ce qui pourrait être utile, des grenades, des bombes Molotov, des trousses de premiers secours et des armes, car il ne pouvait pas se permettre de répéter les erreurs du passé. Soudain, il entendit quelqu'un l'appeler à voix basse. C'était Lara, qui s'approcha silencieusement et se pencha contre son dos, lui demandant de l'emmener avec lui. Julien ne comprenait pas la raison de sa demande, alors elle essaya de s'expliquer, disant qu'elle avait peur de Somine parce qu'il pourrait devenir un zombie,
et ajouta qu'elle voulait juste aller avec lui, car elle connaissait chaque recoin du village et pouvait être utile. Lara commenta qu'il y avait beaucoup de provisions dehors et qu'ils pourraient s'échapper ensemble, sûrs de pouvoir résister jusqu'à ce que de l'aide arrive, car elle avait entièrement confiance en Zoe, et personne ne connaissait cet endroit comme elle. Cependant, en regardant devant elle, la fille vit l'expression froide et menaçante d'Elodie, qui était très attachée à sa famille et ne tolérait aucun manque de respect envers eux. Par conséquent, en entendant qu'elle venait d'insinuer qu'il devait l'abandonner, il lui demanda de répéter ce qu'elle avait dit, lui faisant remarquer que, si elle le faisait, elle serait expulsée de la maison et lui rappelant qu'elle était celle qu'il avait quittée cette fois-là en sortant de sa chambre. Julien vit Elodie debout à la porte. La fille semblait un peu gênée et lui demanda d'échanger leur place, ce à quoi il consentit, et sans plus tarder, ils partirent ensemble. Après un moment, ils arrivèrent à un petit lac où se trouvait un endroit de pêche éloigné de toute habitation proche. Elodie commenta que pour cette raison, il y aurait probablement peu de pêcheurs dans la région et lui demanda d'ouvrir la ferme. Le protagoniste répondit que l'endroit appartenait à Léon, et ajouta qu'il l'avait trouvé par hasard. Il refusa d'obéir à quelqu'un juste pour l'argent de sa famille. Plus tard Julien commença à parler davantage avec Lara et Léon. Il essaya de se vanter devant elle pour la conquérir. En entendant cela, Elodie indiqua qu'en réalité Léon ne voulait même pas de Lara puisqu'il avait l'habitude de l'insulter en public, ce à quoi le protagoniste répondit que le seul objectif de Léon était de se venger de lui et que Lara était libre d'être avec qui elle voulait. Malgré les rumeurs sur un mariage entre eux, Julien précisa que c'était quelque chose prévu par les adultes qui parlaient du sujet sans même les consulter. La fille comprit enfin tout, même si elle n'arrivait toujours pas à comprendre comment un amour ainsi pouvait se terminer par un mariage. Soudain, elle perçut quelque chose d'étrange, même s'il n'y avait aucun signe de danger dans l'eau. Ils étaient dans un garage avec une grande zone de stockage souterrain, mais les défenses du passage étaient très élevées, comme celles d'une banque. La fille demanda au protagoniste ce qu'il devait faire ensuite et il répondit que le mieux était de tenter leur chance de toute façon. Bien qu'en réalité, dans une vie passée, il y était déjà allé, se cachant des zombies et réussissant à survivre. Pendant longtemps avec les provisions qu'il avait trouvées à cette occasion, il était arrivé. Lorsque l'électricité avait déjà été coupée, et il avait à peine réussi à activer la source d'énergie de secours à temps pour éviter que la nourriture ne se gâte. Cette fois cependant, il n'y avait pas eu de coupure de courant et être que quelque chose avait changé car ils avaient arrêté la première vague de zombies. Ce qui lui faisait penser qu'il pourrait y avoir des survivants là-bas. Tout à coup il entendit la fille crier et lui demanda ce qui s'était passé. Elle répondit que ce n'était rien et que ce n'était qu'un glissement. Elodie commenta que les têtes des poissons avaient l'air très étranges et demanda au protagoniste quel genre de poisson c'était, mais soudainement, la pupille de l'un d'eux se contracta et devint rouge comme le sang. Julien se précipita en avant réalisant immédiatement que ces poissons étaient devenus des zombies. Mais à peine Julien toucha le poisson, ce dernier lui lança un jet d'eau, le jeune homme ne s'attendant pas à une attaque si forte et soudaine et à la seconde suivante, il fut projeté contre le mur. Par la force du monstre, le protagoniste comprit instantanément qu'il s'agissait d'un zombie de deuxième catégorie. Elodie se plaça devant le soulista pour le protéger et demanda ce qu'il devait faire maintenant, à quoi il cria qu'il devait fuir. Puisqu'il n'y avait aucun moyen d'affronter le monstre, mais alors ils entendirent un bruit à l'entrée, à leur grande surprise. La porte du coffre-fort s'était fermée et maintenant ils étaient piégés. Julien sortit un couteau de son sac à dos et se lança à l'attaque. Puisqu'il n'y avait pas de temps à perdre avec la porte et qu'il devait d'abord s'occuper du danger. Elodie ne pouvait pas aider et observait seulement le combat, en espérant que le protagoniste réussirait. Le couteau frappa les écailles du poisson comme s'il percutait une armure en fer sans parvenir à les couper. Il n'y avait pas moyen de traverser ces écailles. Seulement avec la force brute, la créature était complètement couverte d'ailes, mais elle devait avoir un point faible. Après l'avoir examiné attentivement, Julien réalisa que la faiblesse du zombie se trouvait dans les branchies. Il se lança donc et apparut derrière le monstre, pointant le couteau vers ce point vulnérable, cependant juste au moment où la lame était sur le point d'atteindre sa cible. Des vers mutants apparurent, qui vivaient normalement dans les branchies du poisson et coexistaient avec l'hôte, le protégeant. Ceux-ci agissaient immédiatement en cas de danger. L'attaque de Julien échoua, et le poisson ne perdit pas de temps pour riposter. D'un coup de sa queue, le projetant sur le côté et lui infligeant des blessures. À l'instant suivant, le poisson tenta de le frapper à nouveau avec un jet d'eau, mais le protagoniste réussit à saisir un câble d'énergie exposé. Et paralysa le zombie avec une décharge d'électricité statique, heureusement sans que la créature ne résiste à l'énergie pure. Ce ne fut pas un combat facile, et Julien sourit en réalisant que même avec tout ce qui était différent par rapport à sa vie précédente, ce n'étaient pas des événements clés, ce qui laissait entendre que quelqu'un avait placé ce mutant là exprès. À ce moment-là, Elodie demanda à Julien s'il allait bien et il répondit que oui, mais qu'il devait sortir d'ici le plus vite possible, puisque l'endroit n'était pas sûr. Ils tentèrent de tourner la poignée de la porte. Mais elle ne céda pas aux efforts de la fille, qui fut surprise de voir qu'elle ne bougeait pas du tout, comme si quelqu'un l'avait fermée de l'extérieur. Julien activa ses pouvoirs et demanda à Elodie de s'écarter. Au moment suivant, il frappa la porte de toutes ses forces. Lorsque la poussière se fut dissipée, ils virent que la porte était toujours intacte, faite d'un matériau aussi résistant que celui d'un coffre-fort bancaire, et de plus, ils étaient sous terre, ce qui rendait encore plus difficile de l'ouvrir par la force. Julien commenta que c'était le coup le plus fort qu'il pouvait donner à ce moment-là et qu'il semblait qu'il n'y avait pas moyen de l'ouvrir. Fatigué, il ajouta qu'il avait besoin de se reposer un peu. La fille lui dit de le faire, et qu'elle vérifierait les lieux à la recherche d'une autre sortie.
Julien s'installa dans un coin près d'un tas de pierres. Et lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit Élodie revenir découragée, car elle n'avait rien trouvé après avoir inspecté chaque recoin. Et malheureusement, il n'y avait pas d'autre sortie dans cette voûte, la température dans la salle de stockage avoisinait les négatifs 8 degrés Celsius et bien qu'il puisse supporter le froid, tôt ou tard, il manquerait d'oxygène. Il n'y avait pas de temps à perdre. Alors Julien se leva en disant qu'il essayerait à nouveau. Tout à coup Julien remarqua l'orbe que la fille tenait. Et à ce moment-là, elle lui demanda si en le mangeant, elle obtiendrait des pouvoirs comme les siens. Inquiet, Julien lui prit immédiatement la main, et lui dit que c'était trop dangereux, qu'il ne pourrait pas utiliser l'aptitude de manière constante, et qu'en tout cas, l'effet serait limité. Élodie répondit que s'il continuait ainsi, il mourrait là et demanda à Julien de lui permettre de prendre le risque, en espérant que l'aptitude éveillée leur permettrait de s'échapper. La réceptivité était la capacité de s'éveiller, et dans sa vie précédente, Julien ne savait pas si quelque chose changerait cette fois à cause de l'interférence de cet homme. Il lui demanda si elle était sûre, et pensa que puisqu'elle avait montré du courage, lui aussi ne devait pas avoir peur, ce à quoi Élodie dit qu'avant, elle aurait eu peur mais qu'à présent, elle était prête à ses côtés. Il était déjà tard dans l'après-midi et le soleil commençait à se coucher. Jack et Suming cherchaient les disparus mais personne ne répondait à leurs appels. Jusqu'à ce que soudainement, ils entendirent un rugissement assourdissant. Jack demanda si les zombies avaient peur du soleil et Simon répondit qu'il n'apparaissait que la nuit, bien qu'il soit clair que quelque chose n'allait pas. À l'instant suivant, ils entendirent Julien crier et coururent dans sa direction. Sans savoir que quelqu'un les observait derrière un arbre dans ses souvenirs, Julien vit une ville détruite. Il se trouvait sur le toit d'un bâtiment effondré au milieu d'un rêve. Quand une voix à ses côtés le réveilla et lui dit de réagir vite en ouvrant les yeux et en regardant à droite. Il vit une fille avec un fusil devant lui, c'était Élodie. Elle lui ordonna de se lever car elle avait un travail pour lui. Elle avait détecté 4 énormes chiens, zombies de niveau 4 et 2 tigres de niveau 6. Le garçon dit qu'à cause d'eux dans environ 20 minutes, une grande quantité de zombies se rassemblerait là. Et qu'il devait avertir les autres mais Élodie répondit qu'il n'y aurait pas assez de temps, et que seulement si elle s'occupait d'un leader, il pourrait gagner un peu de temps. Ils n'étaient pas encore réveillés et que leur présence ne serait qu'un fardeau. Le garçon se sentit triste car, même après avoir consommé le noyau zombie, ses compétences n'étaient toujours pas apparues. Avec résignation, il dit à la fille que la seule chose dont il avait besoin était de survivre. En entendant cela, elle sourit et hocha la tête tandis que les rayons du soleil illuminaient son beau visage. Tout à coup, le garçon se réveilla de son rêve. La fille l'avait soulevé, et, en la regardant, il remarqua que quelque chose n'allait pas et lui demanda pourquoi elle était en feu. Même Élodie ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle avait du mal à respirer, elle transpirait beaucoup et sentait tout son corps brûler. La jeune fille ne pouvait plus supporter la chaleur, alors Xiao lui demanda d'attendre un moment, apporta de la glace et lui dit d'arrêter de se déshabiller. Elle répondit qu'elle ne pouvait pas et lui demanda de ne pas la regarder. Il assura qu'il ne le faisait pas et se retourna immédiatement. Au bout d'un moment, il lui demanda comment elle se sentait, et Élodie dit qu'à cet instant, elle se sentait beaucoup mieux, mais ajouta qu'elle voyait des zombies. Beaucoup de zombies. Elle lui demanda de ne pas paniquer, car c'était son pouvoir. Il était convaincu qu'il n'avait aucune influence là, dessus, car la fille avait déjà eu ce pouvoir dans sa vie précédente. Élodie commenta qu'elle pouvait voir plein de zombies en dessous d'eux, ce qui surprit le protagoniste, car il ne savait pas qu'il y avait quoi que ce soit sous cet endroit. Après avoir cherché un peu et déplacé quelques étagères, ils trouvèrent un passage secret qui descendait, et, en effet, il y avait un escalier menant au sous-sol. En descendant, la fille demanda quelle était cette odeur dans le couloir et Xiao expliqua qu'il s'agissait de soufre, car la famille Léon avait utilisé la pêche comme couverture pour stocker de la poudre à canon illégalement. Il n'était pas surprenant que toutes les portes et équipements continuent de fonctionner, car apparemment beaucoup d'argent y avait été investi. Tout à coup, ils entendirent les cris de zombies errants sans but dans la pièce et le protagoniste, qui était dans le noir et était avec la fille. Ce qui l'étonna, c'est que le garçon prit un couteau et l'encouragea, lui disant qu'il pouvait y arriver. En l'entendant, Élodie activa son pouvoir, devint sérieuse et indiqua immédiatement les positions des zombies. À ce moment-là, il se chargea de l'abattre, dégageant le chemin pour avancer et neutralisant chaque créature qui apparaissait. Enfin, après un certain temps, ils arrivèrent à une salle fermée à clé et y entrèrent, où il y avait de nombreuses caisses. La fille demanda ce qu'ils devaient faire maintenant qu'ils étaient arrivés à une impasse. Après avoir observé les lieux, Julien dit que s'ils nageaient par là, ils sortiraient directement au lac extérieur. Ils soufflèrent donc de la poudre à travers le conduit vers les eaux du lac. Élodie était très heureuse qu'ils puissent enfin sortir, mais soudain, un énorme poisson zombie apparut à ses côtés et la captura. Cependant, Julien lui prit la main et essaya de la sortir de la bouche du monstre, mais malgré tous ses efforts, l'eau n'était pas son élément et finalement sa prise perdit de la force. Le poisson emporta la fille dans sa bouche. Julien vit Élodie se faire capturer à nouveau, et il ne pouvait pas permettre que cela se reproduise. Cette fois, il ne comptait pas la laisser seule. Le jeune homme activa son pouvoir et des algues commencèrent à surgir du fond, enveloppant le poisson de tous côtés. Bien que le monstre résistait, la fille commençait à manquer d'air, mais elle réussit à voir Julien essayant de la sauver. La dernière chose qu'elle vit fut la main de Julien s'étendant vers elle. Un moment plus tard, à la surface, la jeune fille ouvrit les yeux, se redressa brusquement et cria le nom de Julien. Immédiatement, il se tourna, soulagé qu'elle se soit réveillée, et à ce moment-là, il venait de réchauffer de la nourriture en conserve parce qu'il avait besoin de manger et de reprendre des forces. La fille le remercia et demanda ce qui était arrivé au poisson.
Julien répondit qu'il avait probablement été transformé en nourriture pour d'autres mutants et ajouta qu'elle avait été plus difficile à gérer que le monstre de la salle de stockage. Cependant, il était probable que ces poissons mutants soient déjà partis. En espérant qu'il les retrouve à l'avenir, Elodie commenta qu'à l'université, Julien était silencieux et qu'elle pensait qu'il serait difficile de bien s'entendre avec lui. Mais depuis l'invasion zombie, il l'avait déjà sauvé plus d'une fois. La fille, un peu gênée, lui demanda pourquoi il était si gentil avec elle et Julien, avec honnêteté, expliqua qu'il l'avait d'abord sauvée pour son talent, car elle pouvait l'aider à protéger sa famille. Elle se sentit un peu contrariée mais reconnaissante pour sa sincérité et lui demanda pourquoi il l'avait sauvée cette fois. À quoi Julien resta silencieux longtemps, ne sachant pas quoi répondre, et juste au moment où il commença à parler, la fille l'interrompit, se retourna et demanda quand il rentrerait. Julien répondit qu'il devait partir immédiatement et que grâce à son talent, il pouvait éviter des confrontations avec les zombies. Finalement, à minuit, ils rentrèrent chez eux. Sa petite sœur courut vers lui et l'embrassa, car elle avait été très inquiète en voyant l'expression d'inquiétude de la fille. Le protagoniste lui demanda ce qui s'était passé pendant qu'il était dehors, mais elle garda le silence. Alors, il suggéra qu'ils entrent d'abord. Juan Tao était assis sur une chaise, il avait été infecté par le virus et essayait de résister. En le voyant, Julien demanda avec surprise comment cela s'était produit, et Julien Main expliqua que lorsqu'ils étaient sortis pour les chercher, ils avaient trouvé des zombies en embuscade sur le chemin. Il avait voulu trouver un noyau de niveau 2 pour sauver l'oncle Nel, mais il n'y parvint pas. L'oncle demanda s'il y avait autre chose à faire, mais il était déjà trop tard. Le virus avait atteint son cerveau et s'il lui donnait un noyau, il se transformerait simplement en monstre comme Léon. Cependant, Juan Tao s'efforça de parler, mais il était évident qu'il ne voulait pas devenir un zombie et cria à Julien de ne pas hésiter et de décider rapidement. Julien comprit qu'il n'y avait pas d'autre option et qu'il devrait le neutraliser, mais tout à coup il se rappela quelque chose et vit qu'il y avait encore de l'espoir. Rapidement, il se tourna vers sa mère, Olivia, et lui demanda de l'accompagner. Il sortit le noyau d'un poisson zombie, et lui dit de le manger rapidement. La femme demanda d'où il l'avait pris et Julien répondit qu'il l'avait obtenu lors d'une mission, l'exhortant à l'ingérer immédiatement. La mère répliqua qu'elle n'était pas infectée et ne comprenait pas pourquoi son fils lui demandait cela, mais à ce moment-là, un fort rugissement se fit entendre, et Julien Mine avertit qu'il ne pourrait pas maintenir Juan Tao encore longtemps. Julien comprit qu'il devait agir avant que le pouvoir de sa mère ne se réveille. Juste à ce moment-là, le zombie a rompu les cordes et s'est libéré de ses entraves. Il a supplié Julien de le tuer rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Mentalement, Julien s'est excusé auprès de Juan Tao et s'est préparé à porter le coup. Le zombie était également prêt et n'a pas offert de résistance, mais à ce moment-là, Olivia a activé son pouvoir, l'a utilisé immédiatement et a guéri le zombie, permettant à Juan Tao de retrouver sa forme humaine. Il était euphorique et tous furent surpris qu'Olivia ait réveillé son pouvoir si soudainement, d'autant plus en remarquant qu'elle avait rajeuni de plusieurs années. La femme ne comprenait pas pourquoi on la regardait ainsi, mais après l'explication de Julien, tout le monde a compris d'où venait son pouvoir. Julien était ravi parce qu'avec ce nouveau pouvoir, sa mère était devenue une véritable beauté. Elle a demandé si elle pouvait maintenant ramener tous les zombies à leur état normal, mais Julien lui a expliqué que ce pouvoir ne guérissait que ceux qui ne s'étaient pas complètement transformés et que les zombies ordinaires mouraient simplement. En entendant cela, Jack était enthousiaste car il n'aurait plus à craindre l'infection, car sa femme pourrait sauver tout le monde. Olivia a voulu savoir comment son fils savait qu'elle aurait ce pouvoir, et Julien a répondu qu'il ne pouvait pas l'expliquer, juste qu'il avait soudainement ressenti que ce serait elle qui aurait ce pouvoir exact. De plus, la même chose s'était produite avec les pouvoirs de ses frères, même à l'époque. Et être qu'il ne pouvait que copier les pouvoirs de sa famille et chaque fois qu'ils éveillaient des pouvoirs, Julien se renforçait aussi un peu plus tard. Elodie et Julien étaient dans le salon, Julien a demandé à la fille de découvrir combien de zombies il y avait dans la zone. Et elle a accepté, a activé son pouvoir et a scanné les environs, rapportant qu'il y avait environ 100 zombies dans la forêt et autant à la base de la montagne. Julien lui a demandé s'il y avait des zombies de niveau 2 parmi eux et la fille a senti en disant qu'il y en avait au moins 3. Soudain Elodie a remarqué que tous les zombies commençaient à se mouvoir en même temps comme s'ils se réunissaient au même endroit comme si quelqu'un les appelait. Mais soudain elle a crié en voyant Léon, tous les zombies se dirigeaient vers lui, le Protalov a vu de ses propres yeux. Pendant qu'il le déchirait et il doutait que la fille l'ait vraiment vu, mais si c'était vraiment Léon alors lui était celui qui les avait enfermés dans le coffre et attaqué le Prota et les autres faisaient partie de son plan. Elodie a demandé ce qu'il devait faire ensuite. Être avertir les autres pour qu'ils restent sur leur garde, ce à quoi Julien a répondu que Léon rassemblait probablement une horde de zombies pour les attaquer, mais au lieu d'attendre l'offensive, ils attaqueraient d'abord pour le surprendre. En balançant une lampe de poche, le Prota regarda autour de lui dans la forêt. Convaincu qu'il trouverait son vieux ami, il ne l'avait pas vu depuis longtemps, mais il savait qu'il ne pouvait pas cesser de le chercher. Tout à coup, une voix masculine a surgi des ombres, c'était Léon, celui qui avait été déchiré lors de leur dernière rencontre avec un sourire démoniaque. Il se moqua du héros et s'étonna que Julien soit venu seul pour mourir, le chasseur de monstres. Rempli d'arrogance, il lui répondit que la dernière fois, il avait failli mourir. Sa fureur se faisait sentir lorsqu'il lui cria de se taire. Et avant qu'une seconde ne s'écoule, il se rua sur son vieil ami, mais immédiatement Julien l'aveugla avec la lampe de poche et il ne pensa même pas à esquiver, mais Léon ne devait pas être sous-estimé à ce moment-là, il avait gagné beaucoup de force et pouvait facilement transpercer la gorge de Julien. Cependant notre héros n'était pas si naïf pour tomber dans une attaque aussi évidente, car il pouvait littéralement voir chaque mouvement qu'il faisait, le sifflement de la lame sortant de son fourreau.
coupa l'air et le fanatique mort-vivant fut déchiqueté, laissant une nouvelle et gigantesque blessure le long de son flanc, par laquelle l'air passait facilement tandis que le sang ruisselait le long de l'épée. Le héros comprit quelque chose, ou plutôt confirma ce qu'il soupçonnait déjà, car malgré l'abondance de saignements, la blessure commençait à se refermer, sous ses yeux à une vitesse incroyable. Le héros le remarqua et commenta qu'il n'y avait pas de blessure sur son corps. L'appelant lâche, mais Léon répondit que Julien était trop arrogant et que peu importe la douleur qu'il lui infligeait, il ne pourrait pas faire grand-chose. Étant donné qu'il était complètement seul, alors derrière le monstre, une puissante explosion résonna, le laissant confus et étourdi, bien que Julien n'ait aucune idée que Léon avait sa propre armée, car ce jour-là, son vieil ennemi pensait célébrer la date de sa mort. Pendant ce temps, dans la direction de l'explosion, un énorme nuage de fumée s'étendait et le feu illuminait le cratère. La détonation avait été vraiment puissante, créant une grande flamme qui lançait de la fumée vers le ciel. Au milieu des flammes se trouvait le cadavre fumant d'un homme emporté par le vent. Et enfin abandonnant ce monde, la cause de l'explosion n'était autre que le père incroyable de Julien. Se moquant de ces monstres qui ne l'avaient même pas vu venir, maintenant le géant ressentait une immense joie à incinérer des zombies. Et il n'était pas surprenant qu'il riait comme un fou, bien que ce rire lui ait fait perdre tout sens du danger. Oubliant qu'il était au sommet d'un arbre et au moment où il fit un pas en avant, il tomba de l'arbre, mais maman arriva juste à temps et attrapa le grand homme. Car il était incroyablement heureux avec sa bien-aimée épouse, rayonnant pratiquement de fierté devant elle, bien que la femme n'appréciait pas vraiment qu'une montagne de muscles lui tombe dessus à ce moment-là. Cependant, les zombies commençaient à s'approcher de plus en plus, et à ce moment-là, Olivia comprit qu'il n'y avait pas de temps pour embrasser son mari car elle devait lutter contre la terrible horde. Notre reine des glaces Olivia, terrifiante avec ce regard qui gelait littéralement le cœur du public. Et soudain, une étoile bleue brilla au-dessus de leur tête, quelque chose qui n'était pas bon signe pour les ennemis. Après la grande attaque, les zombies brûlèrent sous des flammes bleues. Leur douleur était indescriptible, comme s'ils fondaient vivants. Immédiatement après une deuxième vague d'énergie bleue, elle balaya tout sur son passage. La magnifique mère était pleinement consciente de son nouveau pouvoir, qui dépassait toutes ses attentes et après de si beaux coups contre les zombies, le mari l'aimait encore plus après avoir dégagé l'une des zones mortes. Un signal d'Olivia arriva, qui demanda où il devait aller maintenant, à quoi elle répondit immédiatement qu'il devait se diriger vers le nord-ouest. À environ 1 kilomètre de distance où il devait y avoir 24 zombies, alors la mère demanda quel était leur état et Elodie répondit que tout allait bien, que tout le monde était dans le sous-sol et qu'il y avait un garde à l'entrée. Puis elle demanda comment allait Sophie, si elle tenait bon et comment elle se sentait, à quoi il répondit sèchement que ses faibles ne seraient jamais suffisants pour le défier seul. De son côté, le vieil homme rit et ajouta par radio que ces zombies ne gagneraient jamais, que toute la famille irait après eux tandis que le frère disait que la raison pour laquelle tout fonctionnait était grâce à leur centre de commandement, tout comme Elodie qui les tenait parfaitement informés et coordonnait leurs opérations. En conséquence, tout le monde était d'accord avec Simon et même quelqu'un suggéra de faire Elodie la commandante de l'escouade. Elodie se sentit bien sûr flattée par tous les compliments. Cependant, soudain quelque chose la laissa stupéfaite. Grâce à ses compétences, elle regarda le combat entre Julien et Léon et comprit que ce n'était pas facile pour les morts-vivants de faire face aux héros, car littéralement, l'ennemi était dépassé à tous les niveaux. Le garçon regardait son rival avec arrogance, tandis que dans ses yeux brûlait un feu de confiance que Léon ne pouvait pas répliquer. Ce dernier était choqué par tout ce qu'il voyait, cela se voyait sur son visage, car il n'avait jamais imaginé autant de pouvoir venant du protagoniste. Léon, déterminé à ne pas mourir ni à perdre à nouveau, cria aussi fort qu'il le put. Il n'y avait pas une seule égratignure sur le protagoniste tandis que Léon saignait et que toutes ses attaques étaient repoussées. Alors le protagoniste lui demanda s'il croyait encore avoir une chance de gagner. Avec un claquement de doigts, à cet instant une énergie incroyable surgit et le protagoniste savait qu'une fois qu'il appuierait sur la gâchette, ce serait la fin de l'antagoniste principal. Mais pour le violent Léon, ce n'était pas le cas. Son terrible sourire dans l'obscurité de la forêt en disait long. Ce sourire sinistre fut suivi d'un cri à la radio d'Elodie qui avertit que 3 morts-vivants de 2e classe s'approchaient de lui. Immédiatement, 3 gigantesques rats se placèrent devant lui bloquant le chemin vers Léon. Le héros fut surpris par l'apparition soudaine de 2 monstres de type rat de 2e classe, bien qu'il savait que ceux-ci n'avaient ni force ni expérience de combat. C'est pourquoi il demanda à l'ennemi s'il croyait vraiment le vaincre avec une multitude de rats. Noob Tantiline était clairement en train de manigancer quelque chose de vil, et ce sourire sinistre révélait toutes ses intentions. Alors le monstre donna une réponse étrange. Léon, il a dit que les rats n'étaient pas pour Julien mais pour lui-même. Tout à coup les rats se sont étalés sur le sol et aussitôt il demanda au héros de regarder de plus près pendant qu'il extrayait quelque chose de leur corps. Il sortit environ 3 cristaux au total, bien qu'il ne fût pas clair à quoi ils servaient, il suffisait d'observer pour comprendre qu'il les avait mangés pour monter de niveau en utilisant le pouvoir des rats à ce moment précis. Il se transforma en un démon de chair, et d'os. Son sourire macabre devint encore plus terrifiant, car finalement, il avait atteint le 3e stade de transformation. La nuit continuait, et la lune croissante bleue baignait tout de sa lumière pâle. Même les sommets des énormes montagnes qui traversaient le ciel, cette créature était devenue encore plus dangereuse. Car un zombie mutant de niveau 3 n'avait rien à voir avec ce qu'il avait été avant. Notre héros pensait la même chose en réalisant qu'il faisait maintenant face à un zombie de haut niveau. Il sut qu'il devait attaquer de toutes ses forces avec cette pensée. Il n'hésita pas et se couvrit immédiatement d'énergie rouge sang. Il suffit d'une seconde pour qu'il fonce à toute vitesse vers le démon. Avec les yeux remplis de pouvoir et de fureur,
Il vit son objectif. Fendre le monstre une bonne fois pour toutes pour qu'il ne se relève jamais. Mais tout cet élan disparut au moment où le monstre saisit son épée en plein vol. Quand il tenta de mordre le cou, l'ennemi ne l'attendit pas pour qu'il comprenne ce qui se passait et le lança loin. Le coup laissa le garçon incapable de reprendre ses esprits, le laissant sans espoir de victoire. Léon pouvait déjà goûter au triomphe sur son ennemi. Son sourire moqueur était exaspérant et il croyait que Julien n'était capable que de ce qu'il avait montré jusqu'alors. Le héros lui-même n'avait jamais imaginé qu'il se retrouverait face à son vieil ami dans un tel combat. Où une fois de plus il se trouvait du côté perdant. Pourtant, le chasseur de zombies ne se désespéra pas et décida immédiatement d'attaquer à nouveau le monstre pendant qu'il ne s'y attendait pas. Le monstre restait complètement silencieux, même déçu par les pouvoirs du prota. Cela représentait un véritable triomphe pour cette vile créature, car elle était pleinement consciente que toutes les compétences du prota étaient épuisées. Après que le démon lui eut saisi la tête, le héros ressentit une pression et une peur incroyables. Donc quelque chose devait être fait immédiatement. Le monstre décida alors d'écraser le pauvre garçon contre le sol et de secouer la terre jusqu'à l'enterrer. Mais le héros n'était pas faible et utilisa sa dernière once de force pour échapper à l'ennemi. Ce qui le surprit réellement. Léon ne savait pas où était son juré ennemi, mais le trouver maintenant était comme chercher un loup déguisé en mouton parmi le troupeau. Et bien qu'il ne pensait pas à paniquer, il affirma qu'il mettrait fin à ses jours sans se soucier de quoi, et ensuite il irait après sa famille. Pendant ce temps, le garçon émergea de l'intérieur d'un arbre. À travers ses racines, qu'il avait utilisées pour échapper au monstre, et ce pouvoir l'étonna. Il ne s'était pas attendu à la force d'un zombie mutant de niveau 3, car il n'avait jamais été confronté à quelqu'un comme ça dans sa vie précédente. Lorsqu'il sortit enfin complètement, il avoua qu'il craignait de ne pas pouvoir l'affronter, même avec l'aide de sa mère, Olivia, et de son frère Simon, c'est pourquoi il devait réfléchir à quelque chose.